Constatant qu'il y a quorum, je déclare la séance ouverte et je vous invite tous à un moment de réflexion. Voilà. Merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir aux citoyens qui sont présents dans la salle, à qui je rappelle que s'ils souhaitent prendre la parole à la période d'intervention qui leur sera réservée un peu plus tard, vous devez inscrire votre nom à la feuille prévue à cet effet à l'entrée de la salle. Nous allons passer au point 2, ordre du jour. Y a-t-il des corrections ou des modifications, Monsieur le greffier? Une correction très mineure, Madame la Présidente. C'est la page 4 de l'ordre du jour. C'est en regard du sommaire DE 2013-118. Il est mentionné là, dans la suite que ce sommaire découle d'une décision du comité exécutif du 29 janvier dernier. C'est une erreur. Ça découle d'une décision du comité exécutif qui a été prise ce jour, il y a même quelques minutes, donc le 3 février. C'est la seule correction à mon niveau. Parfait, je vous remercie. Donc, c'est proposé par M. Verrette et c'est appuyé par M. Voyer. Merci. Point 4, rapport verbal sur les décisions prises de la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération de Québec tenue le 21 janvier 2014 et dépôt de ce procès-verbal. En l'absence de M. le maire, le rapport verbal sera fait par Mme Doyle. Merci, Madame la Présidente. Toutes les décisions de la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération tenue le 21 janvier 2014 ont été prises à l'unanimité des membres présents. Le procès-verbal de cette séance est disponible au service du greffe et des archives pour consultation. Je vous remercie. Alors, j'autorise le procès-verbal du Conseil d'agglomération tenu le 21 janvier. J'ai omis le point 3, bien important, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de ville, qui est proposé par M. Bussière et appuyé par M. Dufresne. Questions, commentaires? Non? C'est adopté. Ça nous amène au point 5, communication écrite au Conseil. Oui, Madame la Présidente. Dans un premier temps, le dépôt du rapport des présences des membres du Conseil de la Ville tenu aux séances tenues par la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec au cours de la période du 1er juillet au 17 décembre 2013, conformément à l'article 20 du règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec. Le dépôt de la décision rendue le 27 janvier 2014 par la Commission municipale du Québec relativement à l'enquête en éthique et déontologie en matière municipale concernant Madame la conseillère Suzanne Véraud. La Commission municipale a conclu qu'il n'y a pas eu manquement au règlement sur l'éthique et à la déontologie régissant les membres du Conseil de la Ville dans ce dossier. Le dépôt par Monsieur le conseiller Jonathan Julien des documents requis en vertu de l'article 477.3 de la loi sur les cités-villes, soit la liste des contrats de 25 000 $ et plus sous forme de bon de commande pour la période des mois de novembre et décembre 2013, et le dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant ensemble 25 000 $ et plus émis à un même fournisseur sous forme de bon de commande et les demandes de paiement pour la période cumulée du 1er janvier au 31 décembre 2013. Merci, Monsieur le greffier. Point 6, matière nécessitant une consultation. Oui. Ah oui, allez-y, Madame Lemieux. Merci. En fait, je crois que c'est au dernier conseil ou peut-être celui d'avant, l'opposition m'avait demandé un bilan de l'entente de développement culturel avec la Ville de Québec et le ministère de la Culture. Donc, j'aimerais déposer le bilan pour remettre à tous les membres du conseil. Voilà, merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on peut y répondre. Merci beaucoup. Madame Guéret. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais déposer des résolutions des 3 conseils de quartier du district du Cap-aux-Diamants qui mentionnent unanimement que dans le dossier du Concorde, finalement, à défaut d'un hôtel, les citoyens sont très ouverts à la vocation résidentielle. Donc, il ne faut pas s'attendre à de problématiques de la part des citoyens advenant le cas où le Concorde serait transformé en résidence. Merci. Merci beaucoup, Madame Guéret. D'autres dépôts? Non. Point 6, matière nécessitant une consultation publique, il n'y en a pas ce soir. Point 7, première partie de la période générale d'intervention des membres du Conseil. Ce soir, en l'absence du maire, c'est la mairesse suppléante, Mme Michèle Morin-Doyle, qui agit à titre de maire. Et elle a désigné M. Jonathan Julien pour présenter le sujet du premier droit de parole de la mairie.
À cet effet, ce sera évidemment, encore une fois, M. Chouari qui aura le premier droit de réplique à ce droit de parole. Et ensuite, ce sera M. Chouari, comme à son habitude, qui fera sa première intervention, à laquelle un membre désigné par Mme Michèle Morin-Doyle fera la réplique. Donc, suite à ces interventions, qui souhaiterait prendre la parole? Madame Lemieux. Monsieur Légaré. Monsieur Verrette. Madame Doyle. Madame Tanguay. Monsieur Normand. Madame Jean. Madame Gilbert. Monsieur Voyer. C'est complet. Donc, dans l'ordre. Monsieur Julien, Monsieur Chouari, Madame Lemieux, Monsieur Légaré, Monsieur Verrette, Madame Doyle, Madame Tanguay, Monsieur Normand, Madame Jean, Madame Gilbert et Monsieur Voyer. J'invite maintenant Monsieur Jonathan Julien à prendre la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Je souhaitais faire un retour sur les épisodes vécus le 27 janvier dernier concernant le déneigement. Il est vrai que depuis le début de la saison hivernale, on a eu plusieurs épisodes successifs de précipitations de neige, gel, dégel. Nous vivons une météo un peu folle, soit dit en passant. Mais cela dit, tous ces soubresauts de Dame Nature ne peuvent pas expliquer à eux seuls et ne justifient pas non plus le chaos qu'on a vécu le 27 janvier dernier en pleine heure de pointe. Sans chercher à disculper notre administration, qu'il me suffise de souligner au passage que plusieurs autres administrations municipales, le ministère des Transports et de nombreux services d'urgence ont eu à affronter le même jour des problématiques. On se rappellera, moi je me souviens que à 6h15 le matin, je promenais candidement mon chien et rien ne me laissait présager qu'à 7h moins quart, des précipitations aussi sévères que celles qu'on a connues allaient se présenter. Nous sommes conscients des désagréments occasionnés à tous les citoyens de la Ville de Québec. Nous avons pris acte et surtout nous souhaitons tirer des leçons dans le but d'améliorer les opérations de déneigement. Et quand on mentionnait qu'il y avait eu des épisodes similaires dans d'autres régions du Québec, je citerai rapidement quelques grands titres de médias. Des déplacements difficiles à Granby, la voie de l'Est, le 28 janvier, c'est tout le 28 janvier, on comprendra le lendemain. Journée infernale sur les routes, le Journal de Québec. Des sorties de route par dizaines, le Nouvelliste de Trois-Rivières. Carambolage en série, le Journal de Montréal. Chaos météo sur les routes, le Droit. Et conditions routières difficiles, on confirme un décès, la Presse, la Tribune. Donc, quand même, ça a été vécu par plusieurs régions du Québec de façon plutôt chaotique. On ne souhaite certainement pas banaliser une telle situation. On ne veut pas tomber non plus dans le piège de la chasse aux coupables. Notre administration a mandaté une équipe de travail pilotée par la directrice générale adjointe, Mme Chantal Giguère, afin d'analyser la problématique dans son ensemble et de répondre aux questionnements suivants dans de telles circonstances. On veut savoir la chaîne de commandement conduisant à la décision d'enclencher les opérations de déneigement, tant au niveau des régies que contractuelles, a-t-elle connu une défaillance? Comment on pourrait, le cas échéant, resserrer cette chaîne de commandement? Y a-t-il lieu de revoir la coordination entre les équipes en régie et contractuelles? On veut également établir un comparatif entre nos pratiques à la Ville de Québec et les pratiques de d'autres villes similaires en ce qui a trait au déneigement pour voir est-ce qu'on peut optimiser nos pratiques.
Voilà autant de questions qui devront trouver des réponses dans un rapport qui sera déposé par la Direction générale dans la semaine du 17 février 2014. Donc, on nous a soumis un plan d'action qui va permettre de dégager des conclusions par rapport aux événements qu'on a connus et surtout de nous donner des pistes de solutions pour plus que ça se reproduise, à tout le moins que ce soit nettement amoindri. Parce que moi, le premier, lundi matin, j'ai passé 40 minutes du bas de la côte d'Abraham jusqu'à la Haute-Ville. Je comprenais qu'on ne pouvait pas ramasser la neige avant qu'elle tombe, mais somme toute, c'est assez désagréable. Depuis 2007, nous sommes en processus d'amélioration continue à la Ville afin d'offrir des services de qualité aux citoyens. Les ratés connus lundi dernier démontrent clairement qu'il y a encore place à l'amélioration, mais plutôt que de chercher à distribuer des blâmes, nous pensons et nous souhaitons travailler en profondeur et chercher les causes et déficiences et surtout mettre en place de véritables solutions permanentes et performantes aux problématiques vécues. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Chouari en réplique. Bien, je reçois très bien les propos de mon collègue, M. Julien, parce qu'effectivement, on a tous constaté lundi dernier, le 27, qu'il y a eu certains ratés. Et puis, l'approche qu'il prend ce soir en nous disant que la direction générale, avec Mme Chantal Giguère, va faire un diagnostic de ce qui s'est passé et trouver les raisons pour lesquelles il y a eu certains ratés, vont certainement amener les services municipaux à améliorer la prise de décision et les commandes qui doivent être passées pour que le déneigement se fasse afin de ne pas perdre nos côtes et faire en sorte que la circulation se fasse dans les meilleures conditions possibles lorsqu'il y a des chutes de neige. On est dans une ville d'hiver, alors c'est normal qu'il y ait des précipitations, c'est normal qu'il y ait des désagréments, c'est normal qu'il y ait des ralentissements. Je pense que le 27 janvier, c'était pas normal qu'on subisse et qu'on vive ce qu'on a vécu. Les gens l'ont vécu au quotidien. Il y a eu de nombreux accrochages. Heureusement, il semblerait qu'il n'y ait pas de blessés graves et que ce soit juste de la tôle froissée. Et moi, je suis très heureux d'entendre qu'on va faire un bon diagnostic et trouver les vraies pistes de solutions pour éviter que ça se reproduise. Alors, je pense que c'est ça, un vrai processus de solution de problèmes. Je pense que c'est ça, un vrai processus de trouver les façons d'être plus performants. Et j'accepte et je reçois très bien ce que M. Julien vient de nous annoncer ce soir. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Chouari. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir sur le sujet de M. Julien? M. Légaré. Certainement, Mme la Présidente. Je ne suis pas... Juste vous dire qu'effectivement, on n'est pas insensible à ce qui s'est passé lundi dernier. Ça fait 2-3 événements de météo comme ça qui se produisent ici à la Ville de Québec. On n'est pas insensible à ça, à tous les désagréments pour nos citoyens. Alors, on s'est retourné rapidement pour mettre ce groupe de travail-là en place. Et vous dire qu'il existe une gouvernance présentement, on le sait, il y a une politique de la neige qui est décentralisée dans les arrondissements pour une meilleure efficacité. On a des contrats donnés à des entrepreneurs, on le fait souvent en régie. Alors, il existe une politique décentralisée et ça, c'est important. Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer cette gouvernance-là? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'on peut, par les services centraux ici, le chef de l'opposition tantôt en parlait, est-ce qu'on peut, par les services centraux, améliorer cette gouvernance-là, mettre un petit peu plus de place aux services centraux? Moi, je pense que oui, ça va être analysé. Mais si tel est le cas, évidemment, améliorer la communication, améliorer la veille, se donner une bonne veille météo, une meilleure surveillance des arrondissements, mettre en place des indicateurs. Alors, moi, je pense que ça va être étudié, mais on se doit de penser à ça, une meilleure gouvernance au niveau, en incluant les services centraux. Mon collègue, tantôt, parlait de la côte d'Abraham. C'est pas normal que la côte Néré-Tremblay, à 4-5 heures du matin, on applique des abrasifs, puis on a évité le pire. Puis pendant ce temps-là, quelques minutes, quelques heures plus tard, à quelques kilomètres de là,
le bordel était pogné dans le cours d'Abraham. Alors, il faut améliorer cette gouvernance-là, il faut améliorer les communications, et je pense que le groupe de travail a un beau mandat devant lui. On est en processus d'amélioration continue. C'est une politique de la neige qui est là en place, mais à chaque année, on doit l'améliorer, puis on a un bel exemple encore aujourd'hui. 2-3 petits mythes. Je veux vous en glisser un mot tout d'abord. On entend, malheureusement, les budgets sont coupés à Ville de Québec. Bien, concernant les budgets neige, c'est loin d'être coupé. Encore une fois, on a amélioré, on a augmenté ce budget-là de 2 % par rapport à l'année passée. Si je regarde année après année, je remonte jusqu'en 2007, évidemment, ces budgets-là n'ont pas été coupés. Il y a une année, je pense, c'est en 2010, où on a eu 205 cm de neige, où là, les budgets ont été pas mal plus bas. Mais d'année en année, ces budgets-là sont maintenus. Et l'autre mythe que je voulais vous glisser un mot, Madame la Présidente, c'est concernant les abrasifs. Pas parce qu'on est à contrat qu'il fait moins d'abrasifs, puis pas parce que c'est en régie qu'on en met plus. Alors, il y a une politique de la neige, il y a des techniciens qui sont sur le terrain qui font le constat à tous les jours de ce qui se fait sur le terrain. Et souvent, ils se donnent des avertissements, ils se donnent des constats d'infraction, et on n'hésite pas à le faire. On le fait année après année, et à chaque année, il y a des constats qui se donnent d'infraction. Puis on l'a encore fait dernièrement, et on prend ça très au sérieux. Alors, on n'est pas insensible à ça. C'est très important. On est en amélioration continue. Je pense que le groupe de travail a un beau mandat devant lui. On doit améliorer cette gouvernance-là, à mon avis. Puis j'ai bien hâte d'avoir les résultats de ce travail-là, qui devrait être déposé, j'imagine, en février ou en mars. Merci. Merci beaucoup, M. Légaré. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir sur le sujet de M. Julien? Oui. M. Ernoul. Merci, Madame la Présidente. Simplement pour appuyer les dires de mes collègues, toujours dans l'optique de la politique de transparence de la Ville de Québec, je pense que ce serait bon de mentionner pour les citoyens que, justement, depuis 2007, il y a des efforts de l'administration qui ont été faits pour mettre en place des moyens pour informer les citoyens et faire pousser de l'avant les communications auprès d'eux autres, notamment sur le site Internet. Je pense qu'il y a des bons outils qui sont sur le site Internet, notamment les alertes SMS. Je me dois même abonner aux alertes SMS. Je trouve ça merveilleux. On sait quand il y a des opérations de déneigement. On sait quand il faut qu'on enlève nos véhicules des rues. Il y a toute une panoplie d'informations là-dessus, notamment, justement, la politique de déneigement sur le site Internet. Donc, les citoyens, s'ils ont des questions, peuvent aller sur le site Internet pour regarder ce qui se passe là. Les opérations de déneigement aussi sont là-dessus, les interdictions de stationnement. Je trouve ça merveilleux, justement, à date, les outils qui sont mis en place là-dessus, et toujours dans l'optique d'améliorer les services qui sont offerts, bien, ça va dans cette optique-là. Je voulais juste ajouter ça, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Ernoul. D'autres personnes souhaiteraient intervenir? Non? J'invite maintenant M. Chouari en sujet principal. Madame la Présidente, mon sujet concerne le tourisme. 2 volets à l'activité touristique de la Ville de Québec. Le premier, j'aurais aimé que le maire puisse nous donner un compte-rendu de ses démarches pour trouver un acquéreur à l'hôtel de Concorde, parce qu'on souhaiterait tous continuer la vocation hôtelière de l'immeuble. Et comme le mentionnait ma collègue Anne Guérette, si on ne peut pas trouver un acquéreur pour l'hôtel de Concorde, il faudra rapidement prendre une décision et accepter la proposition qui nous est faite de M. Savoie de modifier la vocation à l'immeuble pour que ce soit à usage résidentiel avec service et peut-être aussi activité commerciale et de restauration. Alors, ma première question s'adresse à un membre du comité exécutif qui aurait peut-être des nouvelles d'aujourd'hui sur les démarches qui ont été annoncées il y a quelques semaines pour trouver un acquéreur. Le deuxième volet de mon intervention touche le tourisme d'hiver et nous sommes en plein dedans présentement. On sait que nous sommes en pleine activité carnavalesque. Le lancement, l'ouverture officielle du carnaval s'est fait vendredi soir. Et j'y étais avec Anne et Yvon, nous étions présents, il y avait d'autres membres du conseil, Mme Morin-Doyle, j'ai vu M. Julien, Mme Jean, alors il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, mais on a pu assister avec la population à l'ouverture du carnaval vendredi soir. Et moi, je veux féliciter le conseil d'administration et la direction générale du carnaval qui ont fait un virage majeur cette année. C'est une fête importante pour la population de Québec, pour la grande région de Québec, mais aussi pour le tourisme d'hiver à Québec. Et on veut tous que Québec rayonne et on veut vendre et vanter les qualités de notre ville en hiver. Et la ville de Québec devient tellement belle lorsque les activités ont lieu et les décorations cette année avec le retour des duchesses qui fonctionnent à merveille.
Et je veux féliciter en même temps le Carnaval et chacune des duchesses et la nouvelle reine qui a été couronnée vendredi soir pour l'excellent travail qu'elles font comme ambassadrices. Et elles représentent dignement la population et elles représentent aussi le Carnaval. Alors, je veux féliciter le Carnaval, souligner tous les efforts qui ont été faits pour relancer ce tourisme d'hiver à Québec dans le cadre du 60e anniversaire du Carnaval de Québec. Aussi de dire qu'on doit continuer à participer aux activités, on doit être présent à toutes les activités lorsque c'est possible, évidemment, lorsque nos occupations le permettent, mais j'étais très content d'être là vendredi soir à l'ouverture officielle et d'être avec les gens. Les gens étaient joyeux, il y avait des familles, des gens de tous les secteurs de la ville, et on voyait lorsqu'on présentait les duchesses, on voyait les gens qui avaient une certaine fierté de souligner la duchesse de leur arrondissement. Alors, j'ai vu qu'Anne et Yvon ont souligné la présence de la duchesse à Cité-Limoilou et moi, j'ai encouragé la duchesse de Sainte-Foy-Cédric-Cap-Rouge. Alors, non, c'est ça. Je veux féliciter la reine. Mes deux collègues ont encouragé leur duchesse qui est devenue reine du Carnaval vendredi soir. Mais je pense que c'est important ce soir de souligner tout le travail qui a été fait. Et c'est un travail qui ne termine pas cette année. Je pense que c'est un travail qui continue et on encourage les jeunes et les moins jeunes à venir participer aux différentes activités, que ce soit sur les plaines, au Palais de Bonhomme, évidemment, dans les artères commerciales, parce qu'il y a d'excellentes activités dans les artères commerciales. Je regardais encore la programmation cet après-midi. C'est très intéressant et je vais aussi me forcer de participer de plus en plus aux différentes activités qui s'en viennent dans les prochains jours. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Chouari. Madame Doyle, en l'absence du maire, souhaitez-vous désigner quelqu'un pour prendre la réplique ou si vous allez la faire? Pour ce qui est du premier volet, Mme Lemieux va répondre pour ce qui est du Concorde. Parfait, merci. Madame Lemieux. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, au sujet du Concorde, le maire a été clair. Il voulait laisser une dernière chance à la possibilité de pouvoir conserver le Concorde comme hôtel. Il travaille en ce sens présentement. Il vous fera rapport en temps et lieu. Moi, je pense qu'il faut quand même aller jusqu'au bout de cette initiative-là. On est conscient, en fait, que le temps passe, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer de conserver cet hôtel-là. Cet édifice-là en hôtel pour l'industrie touristique de la Grande Allée. Et puis, je pense que les gens également, ça fait assez consensus pour dire que c'est important d'avoir un hôtel dans le Concorde. Donc, on continue les démarches. On est conscient de l'importance de prendre une décision à plus ou moins court terme dans ce dossier-là. Mais le maire pourra répondre dans les prochains jours pour vous dire s'il y a des développements. Mais je sais qu'il continue de travailler sur le dossier. Pour ce qui est du Carnaval, évidemment, nous aussi, on se réjouit de voir les gens participer en grand nombre déjà aux activités. On se réjouit du nouveau buzz, je dirais, qu'il y a autour du Carnaval de Québec cette année pour le 60e. C'est vraiment intéressant de voir comment les gens se réapproprient l'événement. On félicite évidemment le Carnaval pour ce changement, ce nouveau vent qui souffle sur l'événement. Nous avons été présents dans les derniers jours et nous le serons chacun de notre tour selon les événements. On a décidé de se passer le ballon et puis d'être présent autant dans les arrondissements que dans les activités en général du Carnaval. Le maire sera au bal de la Reine la semaine prochaine. Il a aussi participé avec moi la semaine dernière au retrouvailles des duchesses. C'était vraiment une belle soirée. C'était très, très intéressant de voir l'énergie qui se dégageait de toutes ces femmes qui ont contribué à l'essor du Carnaval pendant 60 ans. C'était une très belle initiative d'ailleurs. Et puis on sera sur le terrain nous aussi avec les citoyens dans les prochains jours. Content de voir ce virage-là. On espère que ça va durer. On encourage la population à participer en grand nombre, évidemment. Monsieur Chouari dit relancer les activités hivernales. J'ai envie de lui dire par contre qu'il y avait déjà des activités hivernales à Québec depuis plusieurs années. Je pense au succès du Red Bull Crash Time. C'est mon collègue Sylvain Légaré pourrait vous en parler longtemps, qui met le patrimoine en valeur aussi de façon très intéressante et qui sera de retour aussi dans les prochaines semaines. Il y a eu du ski de fond également sur la rue Saint-Louis, en fait, sur la Grande Allée, aussi dans les dernières années. On fait des efforts colossaux avec l'Office du tourisme pour mousser ce produit. Les fêtes aussi de Festival de lumière dans le temps des fêtes, qui a été un beau succès. Québec a tout ce qu'il faut, en fait, pour se mettre en scène avec son hiver, avec sa neige, avec son patrimoine. On investit dans ce sens-là et l'Office également en a fait une priorité, vous le savez. Donc, on va développer des nouveaux produits touristiques hivernaux et on est content que le Carnaval se redresse davantage et puis fasse l'objet d'autant de fierté de la population présentement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lemieux. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir sur le sujet? Madame Guérette.
Je voudrais simplement joindre mon enthousiasme en lien avec le carnaval, avec le succès du carnaval cette année, avec cet événement majeur pour notre ville qui, quand même, somme toute, ne nous coûte pas tellement cher par rapport aux retombées extraordinaires. On parle de retombées de l'ordre de 30 millions de dollars pour un investissement de 600 000 cette année qui est exceptionnel parce que normalement, c'est même moins que ça. C'est un montage financier très intéressant. Il y a plusieurs partenaires, il y a des revenus autonomes. Ça, c'est le genre d'événement qu'on trouve très pertinent de la part de la Ville de Québec d'investir dans ce genre d'événement qui est, bon, en lui-même, on pourrait dire que le carnaval est presque rendu un patrimoine. 60 ans, c'est quand même un événement incontournable. Cette année, évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est de retrouver le sentiment d'appartenance de tous les citoyens de Québec. À travers, je pense, les duchesses, ils contribuent pour beaucoup. Hein, les gens de Beauport, les gens de la Haute-Saint-Charles, même les gens de Lévis, les gens de toute la grande région de Québec se sentent maintenant comme partie prenante de cette belle fête. Donc ça, je pense que c'est un gros, gros plus qui, j'espère, va continuer. Donc, c'est un événement très inclusif aussi, qui permet aux gens de tous les âges et de toutes les classes sociales. C'est extraordinaire de voir les enfants, les ados, les gens plus âgés, les gens de toutes les classes sociales qui participent à la fête. Donc, c'est vraiment une fête pour tout le monde. Et j'y participe autant que je peux, évidemment, dans mon district. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai participé en fin de semaine à beaucoup d'activités. Je compte continuer à aller faire le tour autant que possible. Voilà, j'ai hâte de voir les retombées de cette année, voir si on aura dépassé le 30 millions de retombées économiques. Et c'est sûr, Madame la Présidente, qu'il y a une seule ombre au tableau. C'était l'absence du maire en fin de semaine. Autant les gens de l'organisation du carnaval que les citoyens. Et Mme Doyle a fait un travail extraordinaire. Elle a remplacé le maire. Je ne veux pas enlever de crédit à Mme Doyle. Mais pour un événement aussi spécial à Québec, un 60e, une première, un tournant, les gens sont déçus de ne pas avoir vu leur maire, spécialement à l'ouverture officielle de vendredi soir, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci, Madame Guérette. Madame Doyle. Merci, Madame la Présidente. Donc, étant donné qu'on est sur le sujet du carnaval, c'est le sujet de mon intervention, mais je pense que je vais en profiter tout de suite. Monsieur Chouari m'a devancé. Donc, en effet, j'ai eu l'occasion d'assister à l'ouverture officielle du 60e édition vendredi soir. Et je suis d'accord avec mes collègues, puis je réitère ce que Mme Lemieux dit. On est très fiers du carnaval avec le virage qu'ils ont pris, le renouveau. Et je veux juste préciser, c'est un événement que je fais au moins depuis les 4 dernières années. Je fais l'ouverture et je fais la fermeture du carnaval. Vous comprendrez, nous autres, équipe Labon, on ne peut pas tous être en même temps à tous les endroits. Donc, on se partage beaucoup, beaucoup de représentations pendant le carnaval. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et je veux juste compléter par dire que le carnaval de Québec, c'est le plus grand carnaval d'hiver au monde. Et pour la Ville de Québec, c'est un événement d'une importance capitale, autant sur le plan économique, touristique. Et il ne faut pas négliger que le carnaval de Québec contribue au rayonnement à l'international de la Ville de Québec. Donc, les 2 prochaines semaines, c'est sûrement une occasion de faire découvrir aux milliers de touristes et les journalistes à travers le monde, non seulement notre culture, mais notre belle ville. Et à ce titre-là, j'aimerais inviter la population à continuer à participer en grand nombre. On sent l'engouement. Et juste à titre d'information pour les citoyens, cette semaine, on reçoit une délégation de Calgary, notre ville jumelle. Donc, samedi matin, vous êtes tous invités au déjeuner Western au Carré Dieuville à partir de 9h. Et certainement l'incontournable, le défilé de nuit à Charlesbourg, n'est-ce pas? Donc, on vous attend tous en grand nombre. Et avant de terminer, j'ai eu l'occasion d'échanger avec énormément de gens. J'ai fait 4 ou 5 activités en fin de semaine, autant à la Haute-Ville que dans l'arrondissement de Charlesbourg. Et je veux remercier nos citoyens, parce qu'on met des choses en place, mais souvent, le premier contact que nos touristes ont avec la Ville de Québec, c'est nos citoyens. Et je peux vous dire qu'ils réservent un accueil chaleureux pour tous nos touristes. Donc, c'est vraiment un effort de tous les paliers dans la Ville de Québec. Et continuons d'être complètement carnaval pour les 2 prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup, Mme Doyle. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir? Monsieur Proulx.
Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, simplement pour remettre les choses en contexte, je pense que c'est important. J'ai été questionné là-dessus, parce que les gens de l'opposition semblent très, très accrochés au fait de l'absence du maire vendredi soir. Moi, j'ai pas croisé M. Chouari, Mme Guérette, M. Bussière vendredi soir, parce que moi, j'étais dans la foule, sur le bord du stage, à chanter. J'étais dans le train quand ils ont fait la compagnie Kérol, c'était excellent. Et il n'y a pas personne, moi, les gens autour de moi, qui m'ont reproché l'absence du maire. Il n'y a pas personne qui me dit « Ah ben, gadon ». Puis je veux rien enlever à mes collègues, que ce soit même de mon parti ou de l'opposition, mais les gens au carnaval, là, ils vont pas là pour écouter parler des politiciens. Ils vont là pour chanter, danser en famille, pour crier pour leur reine, puis pour aller avec le bonhomme. Fait que je pense qu'il faudrait remettre ça en perspective. C'est quoi le rôle de l'élu municipal? Je comprends qu'il y a des remerciements à faire, puis ça a été très bien fait par Mme Morin-Doyle. Pour le reste, là, je pense que le maire donne en masse son 110 à la Ville de Québec. Là. Un droit comme tout le monde, une fin de semaine, une fois de temps en temps. Merci. Merci beaucoup, M. Proulx. J'ai Mme Verreau, ensuite M. Bussière et Mme Gilbert. Merci, Madame la Présidente. Ce soir, je ne redirai pas tout ce qui vient d'être dit par rapport au carnaval et les bons mots à lesquels j'adhère totalement. Je voudrais plutôt parler de l'événement qui s'est tenu. Premièrement, féliciter notre duchesse de la Cité de Limoilou, Madame Stéphanie Poulain, qui n'a pas remporté le grand honneur d'être Stéphanie Première, mais je félicite Mélissa Dumont, Mélissa Première des Rivières, pour sa victoire. Et Madame Poulain, je la félicite pour son implication. Elle avait tenu son événement il y a 2 semaines à la Pointe-aux-Lièvres, où c'était très bien aussi. Mais ce qui est remarquable cette année, c'est les nouvelles, les fêtes sur la participation des rues commerciales carnavalesques. Vraiment, là, sur la 3e avenue, cette fin de semaine, là, c'était une ambiance et une animation assez extraordinaire. Vraiment, c'était de toute beauté, c'était bien fait. La rue était bondée. Les citoyens ont vraiment participé, ça les a emmenés vers la fête. Alors, je tenais à souligner cette nouvelle participation avec les SDC, les rues, les artères commerciales. Là, c'est vraiment une bonne idée. Alors, c'est ça de plus. On amène vraiment là, les citoyens, on descend le carnaval dans les secteurs, tous les secteurs commerciaux de la ville. Alors, bravo, très belle initiative et j'espère que ce sera de retour l'an prochain. Merci. Merci, Mme Verreau. Monsieur Bussière. Contrairement à M. Proulx, pour ma part, il y a des gens, effectivement, qui m'ont mentionné leur déception de ne pas voir le maire lors du couronnement de notre reine après une absence de 18 ans. Et le maire a tellement moussé pour avoir un couronnement d'une reine du carnaval et des duchesses. Les gens s'attendaient probablement que le maire soit là. Mais pour ma part, j'ai eu ce commentaire-là, mais on était quand même très bien représentés, puis depuis plusieurs années, par Mme Morin-Doyle. Donc, ça dit, c'est pas une question de politique, c'est une question de déception, je pense, que de certaines personnes. Mais je peux vous dire, en contrepartie, que le carnaval est très bien parti. Dans le sens, déjà, la phase pré-carnavalesque, avec les ventes de la bougie, les activités en arrondissement, on a été probablement chacune à nos activités d'arrondissement, aller voir la participation de la population. Dans certains arrondissements, il ne faut pas le dire, à la Haute-Saint-Charles, ça a été quand même un record en termes de participation. Également, pour moi, que les gens sortent, aiment l'hiver et nos familles sont présentes parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Ça fait que où j'étais, il y avait beaucoup d'animation. J'étais dans la foule, justement, avec M. Julien et d'autres. Et lors du couronnement, il y avait aussi d'animation dans notre secteur. Mais il y en a pour moi que de voir cette participation aux événements, on a comme le goût de dire, mais le carnaval est à vous, aux familles, et aux gens d'ici, mais aux gens de l'extérieur aussi. Et on a fait un effort, la Ville, là, pour ce 60e anniversaire, dans un support financier additionnel, et je pense que les organisateurs sont là et livrent la marchandise. Et je me joins aussi à mes collègues pour inviter, effectivement, aux gens de Charlesbourg et de la Basse-Ville d'aller au défilé en fin de semaine, la course en canot. Justement, Calgary participe à chaque année à la course en canot. Le carnaval, c'est pour nous, mais c'est aussi
pour ceux de toute la région de Québec et les touristes qui viennent de l'extérieur. Fait que moi, je pense qu'il faut féliciter nos organisateurs et se féliciter, nous, la Ville, qui avons toujours soutenu cet événement-là depuis 60 ans, puis on continue. On sera toujours fidèles au Carnaval comme élus de la Ville de Québec. Merci, M. Bussière. Madame Gilbert. Bon. Regardez, mais moi, je voulais parler spécifiquement des artères commerciales. Madame Véro en a parlé un peu, mais je voudrais englober, je voudrais sortir de la 3e avenue pour parler de tout le bénéfice que ça a pour la Ville de Québec et les artères commerciales, ce retour-là du carnaval sur les artères commerciales. Je pense que ça vaut la peine de souligner la participation de nos associations de commerçants, parce qu'ils ont été quand même avisés assez à la dernière minute de cet événement-là et de la volonté du carnaval et de la Ville de voir se décentraliser le carnaval, que le carnaval revienne finalement à habiter et hanter les rues pour qu'il soit de nouveau approprié par la population. Et je pense que moi, je voudrais remercier particulièrement toutes ces artères commerciales-là, par le biais de leur SDC et de leur association de commerçants, pour avoir accepté si vous voulez, ce défi-là, à dernière minute un petit peu pour certaines, et d'avoir organisé des activités qui sont extraordinaires, que ce soit la glissade sur la rue Cartier, la tyrolienne la semaine prochaine sur la Grande Allée, le petit train dans le quartier Saint-Jean-Baptiste dès la fin de semaine prochaine. Alors, ça va être une activité extraordinaire pour les enfants. Dans le quartier Saint-Roch aussi, l'artère Saint-Joseph qui va avoir une fête tout à fait particulière. Et je sais que les associations de commerçants ne veulent que participer et encore plus encore l'an prochain parce qu'ils vont avoir eu le temps de se préparer. Alors, je voudrais les remercier parce que je sais que financièrement, ça a été difficile pour certaines de participer de cette façon-là, mais je pense qu'ils vont en tirer des très grands bénéfices, comme tous les citoyens d'ailleurs. Donc, on a l'impression de revivre le carnaval. Moi, j'y ai été toute la fin de semaine aussi. J'ai l'impression qu'on revit le carnaval qu'on avait dans notre jeune âge lorsqu'on se promenait pour ma part, lorsqu'on se promenait sur la rue Sainte-Thérèse et qu'il y avait vraiment une activité qui était très, très, très populaire et axée à tous. Alors, je voulais vraiment lever mon chapeau aux artères et aux SDC de la région. Merci. Merci beaucoup, Mme Gilbert. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient prendre la parole? Oui, M. Normand. Merci, Madame la Présidente. On le sait, le carnaval est un générateur d'activités assez important et par la voie de conséquence, un générateur de déplacement aussi sur le territoire de la Ville de Québec. Alors, les activités sont assez bien dispersées, mais il y a quand même une concentration importante, comme le disait Mme Guérette, dans le district du centre-ville. Alors, le RTC a émis un communiqué la semaine dernière pour inviter les gens à prendre le bus, qui est intitulé « Évitez la cohue, prenez le bus ». Alors, je voudrais tout simplement aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent au petit écran ou encore à l'ensemble de la population, dire que les services ont été bonifiés. Comme pour le festival d'été, comme pour les grands événements, il y a un certain nombre de services qui sont mis en place pour favoriser de meilleurs déplacements en groupe de la population. Alors, mentionnez aussi que c'est gratuit pour les enfants les samedis et dimanches, jusqu'à 3 enfants de 6 à 11 ans accompagnés d'un adulte peuvent prendre le bus gratuitement, et les enfants de 5 ans sont admis gratuitement à bord des autobus en tout temps. Il y a aussi les stationnements pratiques et gratuits durant la période du carnaval. Il y en a 3. Il y a un parcours bus à Destimoville pour les gens qui viennent de l'Est. Il y a l'Université Laval, où il y a 3 grands stationnements pour les gens qui viennent plus de l'Ouest. Et il y a un parcours bus au coin de 41e rue et 1er avenue pour les gens qui viennent du Nord. Enfin, ceux qui veulent profiter de laissez-passer économiques, je vais le dire comme ça, il y a des laissez-passer pour 1, 2 et 7 jours qui sont disponibles à tarif réduit. Alors, je relance l'invitation à tout le monde pour minimiser les problèmes de congestion durant le carnaval. Pour les grandes activités, je vous invite à prendre le bus et à profiter des installations. Merci. Merci beaucoup, M. Normand. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient prendre la parole sur le sujet de M. Chouari? Non, dans ce cas, j'invite Mme Lemieux en sujet principal. Oui, merci. Je vais continuer sur le sujet du tourisme. En fait, j'aimerais revenir sur les propos du chef de l'opposition, M. Chouari, qui dénonce notre stratégie en matière de tourisme et de grands événements. Malheureusement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, on dirait que M. Chouari veut revenir à l'avant 400e, veut revenir à avant 2008.
À l'époque de la morosité, nous, Madame la Présidente, on en est sorti, on en est content et on veut que ça continue. On veut que la Ville de Québec demeure une ville festive parce que c'est le rôle d'une ville de susciter de l'activité économique, de faire rayonner nos talents également, et c'est ce que font les grands événements, d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens avec une ville animée et de mousser l'attractivité aussi de la Ville de Québec. Les grands événements servent à ça. Les dernières années n'ont pas été faciles au plan touristique au Québec dans l'ensemble, et on s'en est bien sorti parce qu'on avait une stratégie bien attachée justement de vouloir se démarquer sur la scène internationale, et on y est parvenu. C'est pas tout d'être une belle ville, parce que des belles villes patrimoniales, il y en a partout sur la planète. Il faut aussi pouvoir la mettre en scène, cette ville-là, lui donner une vitrine, et c'est ce qu'on fait avec nos événements. Monsieur Chouari dit, vous devriez investir plus en tourisme religieux et patrimonial. Écoutez, c'est ce qu'on fait avec le 350e présentement Notre-Dame de Québec qu'on finance. C'est ce qu'on fait avec l'application Découvrir Québec aussi, j'espère que Monsieur Chouari a téléchargé cette application-là, mobile, qui donne une vitrine à l'international sur Québec avec des témoignages, des photos, vraiment des images extraordinaires de la Ville de Québec. C'est ce qu'on fait avec le parcours où tu vas quand tu dors en marchant, qui met en scène le patrimoine de Saint-Roch également, qui vaut la peine d'être visité. C'est ce qu'on fait avec les ateliers d'artistes dans les Pins Cloutier qui vont ouvrir ce printemps, qui permettent la reconversion aussi d'un édifice patrimonial. C'est ce qu'on fait avec les nouvelles casernes. On travaille sur un projet qu'on va soumettre à la Commission de la capitale nationale. On a convaincu le gouvernement de classer les nouvelles casernes. On travaille sur un projet, donc ça aussi, ça sera un projet touristique et patrimonial. C'est ce qu'on a fait avec les Augustines aussi, avec le lieu de mémoire habité, 6 millions de dollars qu'on a mis dans ce projet-là. C'est ce qu'on fait avec la Maison de la littérature, qui va ouvrir l'année prochaine, reconversion de patrimoine aussi, qui va être une vitrine à l'international. On travaille sur un réseau de chapelles aussi du Vieux-Québec. On espère avoir la collaboration du ministère de la Culture dans ce dossier-là. Et puis, on fait une étude sur la mise en valeur du patrimoine religieux dans son ensemble. Je pourrais parler, et peut-être que mon collègue pourrait le faire, de tous les événements sportifs aussi qui mettent Québec en scène. Le Red Bull Crash Test, j'en parlais tout à l'heure. Le Grand Prix cycliste, qui est extraordinaire sur la planète. Les images qui sortent de Québec sont absolument fantastiques. Je pense, Madame la Présidente, que ça aurait été difficile de faire mieux dans les circonstances. Puis on est pas mal fiers de notre plan, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lemieux. Est-ce que quelqu'un souhaiterait répliquer à Madame Lemieux? Monsieur Chouari. Bien, certainement, puisque j'ai été interpellé. Bien, premièrement, pour répondre à ces questions, oui, j'ai téléchargé Découvrir Québec. Puis je l'ai fait dès que j'ai reçu mon outil de travail, et puis je trouve que l'application est très intéressante. Alors, comme vous voyez, je suis très intéressé à toutes les questions du tourisme, surtout du tourisme patrimonial et culturel, mais toutes les facettes du tourisme. Puis, je voudrais vous corriger un petit peu, gentiment. Non, personne n'est intéressé à ce qu'on devienne morose, puis la morosité n'attire personne, en tout cas, en ce qui me concerne. Puis quand je vous entends dire ça, j'espère que vous n'êtes pas l'auteur des célèbres blogs que dénonce M. le maire, parce qu'on parle souvent de morosité dans les blogs, mais je suis heureux d'entendre que vous avez des projets pour le tourisme patrimonial, culturel, religieux. Effectivement, il y a ce soir un dossier à l'ordre du jour. Je ne vais pas parler de ce dossier-là parce qu'on n'est pas supposé, mais vu que vous l'avez souligné, il y a un dossier à l'ordre du jour ce soir pour le 365e de la Basilique Notre-Dame de Québec. Alors, c'est un beau projet. C'est le genre de projet dans lequel nous, on croit. On a discuté ensemble. On a dit, oui, c'est fun. C'est un beau projet. Ça attire non seulement des gens de la grande région de Québec et du Québec, mais des touristes d'ailleurs et d'étrangers. Puis on est content que M. le maire aille à Rome avec Monseigneur Lacroix, parce que ça fait partie, je pense, de son travail de faire connaître Québec, puis faire parler de Québec à l'étranger. Et puis c'est une bonne année pour faire ça. Alors on est content, puis on est fiers de Monseigneur Lacroix, on est fiers qu'il soit nommé cardinal, puis il va nous aider aussi avec sa personnalité pour attirer des touristes à Québec. Mais il faut continuer d'investir. Je suis content de vous entendre dire qu'on va continuer à investir. C'est ce qu'on souhaite. On pense qu'il y a des créneaux qui peuvent se développer encore plus en ce sens-là. Et on pense qu'on doit continuer et faire en sorte que Québec se développe encore plus et fasse connaître encore plus son patrimoine culturel, son patrimoine arboricole, son patrimoine vert, qu'on développe tout cet aspect-là qui va attirer des touristes qui sont payants pour Québec. Et c'est ce que je mentionnais lorsque j'ai donné mon entrevue au Journal de Québec. Évidemment, on
ne peut pas faire les titres, c'est pas nous qui faisons les titres, mais je pense que le texte représentait bien ce que j'ai dit. J'aimerais qu'on ait une évaluation de l'impact économique de ces mesures. Et comme j'ai dit, oui, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses, je pense, qui ne rencontraient pas les résultats escomptés. Et effectivement, si rien n'avait été fait, ça aurait été payé, c'est clair. Mais là, on est dû pour passer à d'autres choses et on doit se distinguer comme ville, comme région. Et on pense que c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Je pense que c'est ça, faire de la politique aussi. Énoncer nos idées, énoncer nos opinions et aller de l'avant. Alors, c'est très loin de la morosité. Puis des fois, ça prend des gens pour faire une opposition, pour réveiller certains débats, certaines discussions qui amènent de meilleures idées et qui amènent de meilleurs projets. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Chouari. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir sur le sujet de Mme Lemieux? M. Dufresne. Merci, Mme la Présidente. En statistique, c'est intéressant de pouvoir confirmer dans tout ça, c'est que ce qui a été fait par la Ville de Québec est quand même très bon. Si on se situe au niveau du plan canadien, c'est des statistiques qui sont disponibles d'ailleurs sur le site de l'Office du tourisme de Québec. On compare de 2000 à 2011. C'est les statistiques les plus proches de 2014 où on est présentement. 2012 devrait sortir sous peu. Et le Canada est passé du 8e rang au niveau des choix touristiques internationaux, incluant vraiment là, tout ce qui touche le monde entier. Donc, du 8e rang, on est passé au 15e rang en 2010, et en 2011, on était déjà au 18e rang. Ça, c'est le plan canadien. Si on se revient à la province directement, la province du Québec, l'Ontario arrive en première position avec 37% des intérêts des gens qui visitent l'Ontario, 25% en Colombie-Britannique, et Québec, la province, arrive en 3e avec 17%. Malgré ces descentes-là qu'on voit dans les chiffres, la Ville de Québec, qu'on appelle la région de Québec dans les statistiques de l'Office du tourisme, sont quand même stables. Je ne dis pas que ça va aussi fort qu'en 2008. C'est sûr, 2008, c'est une année charnière, une année qui sera toujours un modèle qui sera toujours dur à pouvoir se recomparer. C'était le 400e de Québec. Mais malgré ça, on se maintient. Et au niveau des nuitées, c'est le même qu'on le compte directement dans les hôtels, on arrive quand même avec on parle de 0,3%. D'au-dessus de 2011 pour 2012. Et si on regarde en chiffre total, c'est 1,4 milliard de dollars que la région de Québec, chaque année, a en retombée économique du tourisme. Donc, à quelque part, je pense qu'on fait notre travail. L'Office du tourisme le fait bien. Le Carnaval de Québec, je vous entendais tantôt en parler positivement. C'est un grand événement. Si on regarde la liste des grands événements à travers toute la ville, le Carnaval en fait partie. Donc, je suis content de savoir que vous êtes positif et favorable pour qu'il n'y ait pas de morosité qui revienne à Québec directement. Je pense que les gens nous le disent. Les gens sont fiers de ce qui se passe à la Ville de Québec. Et j'aimerais même rajouter une chose très importante. Les meilleurs ambassadeurs pour l'économie touristique dans une ville, c'est les citoyens. Et si on suit les sondages qui sont faits au niveau de la satisfaction des clients, donc nos citoyens, je pense qu'on a de très bons ambassadeurs et on a des bonnes chances de tout simplement continuer à gagner des rangs au niveau des intérêts des gens qui viendront nous visiter à la Ville de Québec. Alors, j'invite vraiment tout le monde à participer grandement aux grands événements et présentement au Carnaval. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Dufresne. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir? Mme Guérette. Oui, Madame la Présidente, c'est sûr que dans les grands événements, je reviens encore avec ça, j'ai ici un tableau là, avec ce que ça nous a coûté, le cirque et le moulin, là, quand même, 55 millions de dollars sur 5 ans. Hein, j'ai le tableau ici, là, 21 millions pour le moulin à images. 34 millions pour le Cirque du Soleil, d'autant plus que pour le Cirque du Soleil, on avait signé un contrat qui nous permettait de nous retirer après 3 ans sans pénalité. Moi, j'avais fait un avis de proposition, je maintiens encore qu'on aurait peut-être dû se retirer, on aurait économisé 14 millions de dollars. C'est énormément d'argent, Madame la Présidente, c'est 28 carnavals de Québec. C'est pas rien, qui ont, eux, chacun 30 millions de retombées économiques. Donc, il y a eu du gaspillage, il y a eu de l'argent de gaspillé qui n'a pas, en tout cas, eu l'impact qu'il aurait pu avoir, malheureusement. Alors ça, c'est ce que je dis, je redis. On a ici, tu vois, aussi l'événement le plus apprécié des citoyens de Québec, là, d'après les sondages, c'est vraiment, hors de tout doute, le Festival d'été. Le Festival d'été, toutes catégories confondues, c'est l'événement qui est le préféré des citoyens de Québec. Ensuite, c'est les Fêtes de la Nouvelle-France, les Grands Feux et le Carnaval. Donc, le Carnaval fait partie des 4 premiers événements favoris des citoyens. Ensuite, on a Expo Québec, Grand Rire de Québec, Carrefour international de théâtre, Festival international de musique militaire. Encore une fois, ni le cirque, ni le moulin ne figurent parmi les 8 événements préférés des citoyens de Québec.
Alors, j'aimerais juste conclure en posant une question à Mme Lemieux. Ça fait 2 fois que je l'entends nous dire qu'il y aura un réseau de chapelles du Vieux-Québec. J'aimerais bien que je siège avec elle sur la table de concertation pour l'avenir du Vieux-Québec, Madame la Présidente, à moins que j'ai manqué quelque chose, mais on n'en a jamais parlé encore à la table de concertation pour l'avenir du Vieux-Québec. Pourtant, si effectivement la Ville a dans ses cartons de faire un projet, de mettre en réseau les chapelles du Vieux-Québec pour créer là un nouvel attrait touristique, je pense que ce serait intéressant qu'on en parle le plus tôt possible, de façon ouverte, avec les gens qui siègent autour de la table de concertation. Donc, je pose la question à Mme Lemieux. Merci, Mme Lemieux. En fait, c'est un projet qui mijote depuis un certain temps, de mettre en réseau les chapelles qui ont vraiment une valeur très élevée au plan patrimonial dans le Vieux-Québec. On avait demandé au ministère de la Culture qui nous accompagne dans ce projet-là et en retour, ils nous ont demandé d'attendre parce qu'ils ont fait une étude sur le patrimoine religieux qui devait sortir il y a quelque temps déjà et ils ne voulaient pas se lancer tout de suite dans de nouveaux projets avant d'avoir un retour sur cette étude sur le patrimoine religieux. Donc, on a mis un frein pour l'instant à ce projet, mais on veut le relancer parce qu'étude ou pas, nous, on pense que pour le Vieux-Québec, pour les touristes, pour les croisiéristes qui arrivent par milliers, par bateau à chaque été. Un réseau de chapelles, ça peut être intéressant, surtout qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc, on va relancer ce projet-là au cours des prochains mois parce qu'on veut convaincre le gouvernement de participer avec nous. Sinon, on le fera nous-mêmes s'il le faut, mais il y a là-dedans des chapelles qui sont classées aussi, puis je pense que le gouvernement a tout intérêt à les mettre en valeur. Donc, on va travailler là-dessus. C'est dans nos cartons. Pour ce qui est de, peut-être juste une précision sur les chiffres, là, pendant que j'ai la parole, je vais en profiter. Juste vous dire qu'au total, là, la Ville contribue à 12 seulement du budget des grands événements. Donc, il y a 15,8 qui vient du fédéral. Je parle avec le Moulin et le Cirque, là, quand on avait le Moulin et le Cirque, et 4 du fédéral. Donc, on n'est pas des grands. Puis le plus gros morceau vient du privé et des fonds auto-générés par ces événements-là à 66 Donc, on est un levier pour les événements. C'est ce que la Ville fait depuis le début et c'est ce qu'on pense qu'on a comme devoir, c'est de donner un élan aux événements pour que les autres contributeurs participent avec nous ensuite au financement. Et ça fonctionne parce qu'on est vraiment une petite minorité, en fait, de l'ensemble des budgets. Et on parle de retombées. Écoutez, en 2011, on avait fait une étude là, avec le Moulin et le Cirque. Il y avait 11,5 millions de dépenses touristiques là, qui avaient été calculées. C'était une étude de somme. Il y avait 176 emplois qui étaient reliés seulement à ces 2 événements-là également. Donc, ça a créé beaucoup. Le Moulin Image, on peut dire ce qu'on voudra, a créé beaucoup d'expertise à Québec qui rayonnent maintenant à l'étranger. Des jeunes qui ont travaillé après ça pour les Jeux olympiques, pour d'autres spectacles d'envergure et qui nous permettent de faire travailler nos gens finalement. Donc, il y a des retombées tangibles en argent, mais il y a aussi toutes les retombées intangibles, comme justement ces jeunes comme Olivier Dufour qui travaille avec le Cirque du Soleil, comme Martin Genet aussi, qui ont eu des expériences fantastiques sur le terrain, qui peuvent partager avec d'autres ensuite. Donc, il ne faut pas voir juste les chiffres, il faut voir aussi ce que ça laisse comme legs aussi par la suite. Merci beaucoup, Mme Lemieux. C'est Mme Gilbert qui a demandé la parole. Oui, moi, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir aussi là-dessus parce que je trouve que c'est un peu simpliste de définir les événements comme le Moulin Image puis le Cirque du Soleil de la manière dont Mme Guérette les définit. Il y a énormément de monde, surtout dans les quartiers centraux, des familles qui se sont présentées au Cirque du Soleil pendant 5 ans pour voir les spectacles, des gens qui jamais n'auraient eu les moyens d'amener leurs enfants voir des spectacles du Cirque du Soleil à 150 $ le billet. Jamais n'aurait eu accès à ça. Ça fait qu'on ne peut pas toujours tout décliner en termes d'argent puis de retombées économiques. Il y a des retombées sociales très, très, très importantes qui ont eu lieu grâce au Cirque du Soleil. Puis je pense que vous le savez, Madame la Présidente, vous aussi, vous êtes représentante de districts, qu'il y a des quartiers qui sont peut-être beaucoup plus défavorisés que les districts dans lesquels Madame Guérette peut siéger ou peut mieux connaître. Mais moi, je sais que pour les gens de Saint-Roch, de Saint-Sauveur, du Vieux-Limoilou, c'était une activité qui était importante. Et moi, j'ai toujours été très, très fière que l'on défende ici le Cirque du Soleil pour donner accès à des clientèles et des familles qui n'ont pas les moyens, à temps normal, d'amener leurs enfants voir ces spectacles-là. Alors moi, comme payeur de taxes, comme contribuable, je pense que c'est aussi notre devoir de le faire. Alors, il y a des retombées économiques, je vais laisser les gens débattre autour de ça. Il y a des retombées sociales qui sont très importantes. Et ça fait effectivement 4 ans que Mme Guérette décrit ces événements-là
Mais on dirait qu'elle a complètement oublié que pour ces familles-là, que nous représentons aussi, que nous avons le devoir de représenter, qui avaient une valeur humaine et sociale importante. Et moi, je connais aussi, dans un autre ordre d'idée, plein de monde qui ont travaillé lors de ces événements-là, des gens qui ont vécu, ils ont passé leur été à travailler, à gagner un salaire grâce à ces événements-là. Il y en a plein de monde aussi comme ça. Il y a ces gens-là, il y a les commerçants aussi, il y a les restaurateurs qui étaient très contents. Je le sais, quand le Cirque du Soleil a quitté Saint-Roch, ça a été difficile pour les commerçants de Saint-Roch d'accepter ce fait-là parce qu'ils ont vu une différence dans le quartier Saint-Roch parce que le Cirque du Soleil n'y était plus. Alors, je ne sais pas, c'est certain que, écoutez, on ne doit pas vivre sur la même planète, Mme Guérette et moi, mais je trouve qu'à un moment donné, il faut en revenir un petit peu. Si pour elle, c'était un échec, pour beaucoup de monde, ça a été une valeur ajoutée dans notre ville de recevoir ces événements-là. Et le Carnaval de Québec, on peut l'encenser tant qu'on veut, je suis d'accord avec ça, mais le Carnaval de Québec a 60 ans. Il a toute une expertise. Après 60 ans, c'est presque normal et extraordinaire encore, mais normal qu'il ait pu se structurer comme ça puis qu'il y ait eu les appuis. J'aimerais beaucoup que Mme Guérette arrête de rire lorsque je parle comme ça. Si elle est gênée que je la mette à défaut dans des choses comme ça, c'est une chose. Mais elle n'est pas obligée de rire parce que je veux intervenir puis je viens un peu à la défense. Adressez-vous à moi, Mme Gilbert. C'est ça. Mais je trouve qu'elle devrait passer à d'autres choses et qu'elle amène donc des idées plus constructives. Je vous demanderai de conclure, s'il vous plaît. Oui. Je lui demanderais d'être plus constructive. Ces événements-là sont passés. Ils ont été d'une grande valeur pour des quartiers peut-être plus défavorisés. Alors, j'aimerais qu'elle en prenne considération et qu'elle ait un peu plus de respect aussi pour toutes les gens qui ont contribué à ça. Merci. Monsieur Bussière. Madame la Présidente, il y en a pour moi que le Carnaval de Québec a 60 ans. Il y a des retombées sociales parce que, enfant, c'était une fête familiale, puis à chaque année, on avait un rendez-vous familial pour aller au défilé et on allait aussi à différents événements et ça se continue, heureusement. Et lorsqu'on parle de tourisme international, de développer de nouveaux créneaux, on pense à la culture, au patrimoine. Vous savez qu'entre Cap-Rouge et le Cap-Diamant, c'est l'histoire de l'Amérique française qui se passe là. Puis il y a des artefacts qui sont à faire découvrir à des gens qui viennent de l'extérieur et même à nos gens pour découvrir les casernes, par exemple, de mettre ça en valeur au niveau de notre culture. Bien, écoutez, il faut aller de l'avant parce qu'il y en a pour moi que les investissements qu'on fait, ma collègue, lorsqu'elle note ces investissements-là, ces dépenses-là, c'est à savoir que depuis des années, on met plus d'investissements dans ce domaine-là, mais est-ce qu'on fait les bons placements pour le tourisme? C'est la question qu'on se pose. Puis on est légitimé de la poser, cette question-là. Voir si, parce que le compte de taxe, on l'a reçu, puis il augmente à chaque année. On vient de le recevoir vendredi, puis on investit la ville dans ces... Mais il faut investir aux bonnes places pour qu'il y ait des retombées économiques, mais pas juste ça, aussi un apport culturel, patrimonial. Parce que en termes de potentiel touristique, on est le berceau de l'Amérique française. Écoutez, même le 350e du diocèse de Québec, pourquoi qu'il y a eu une porte, la porte qui a été installée ici, la porte à Sainte, c'est parce que c'est d'ici que s'est fait toute l'évangélisation en Amérique du Nord. C'était un diocèse qui descendait jusqu'en Louisiane. On était d'une étendue américaine, on était d'une dimension de faire redécouvrir ça à nos gens. Puis nos Américains sont intéressés à nos musées, sont intéressés à notre histoire. C'est un touriste qui pourrait venir si on le mettait en valeur nos sites qui ne sont pas encore tous déployés. C'est autre chose que de l'amusement. C'est un tourisme qui est différent. Ça en prend des lieux de récréation, de divertissement, mais à un moment donné, c'est où on investit pour un meilleur tourisme, pour aussi récréer les gens d'ici. Merci, M. Bussière. M. Normand. Madame la Présidente, la culture et les grands événements, c'est pas mon champ de spécialité, mais je trouve ça affligeant d'entendre ce que j'entends ici ce soir. C'est faire preuve de petitesse de dire des choses comme ça. Ma collègue Julie Lemieux a évoqué les retombées économiques. Mon autre collègue, Mme Gilbert, a évoqué les retombées sociales. À quelque part, là, ne serait-ce que pour l'impact sur le rayonnement international de Québec, ces investissements-là en valaient la peine.
Québec est reconnu maintenant. M. Bussière en faisait justement état, là. Il y a une reconnaissance de la ville de Québec comme ville d'hiver, comme ville nordique, comme ville patrimoniale, comme ville touristique. Alors, ne serait-ce que pour cela, je pense que ça valait la peine de faire ces investissements-là. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Normand. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir? Oui, M. Proulx. Oui, Madame la Présidente, rapidement, simplement rajouter que moi, j'ai un article de Radio-Canada daté du 9 octobre 2013, donc on est dans le récent. Pour la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, c'est 1,7 milliard de retombées économiques, l'industrie de la culture, les grands événements. 25 000 emplois pour la capitale nationale seulement. Fait qu'au lieu de rire de ma collègue, Mme Gilbert, l'opposition aurait mieux de travailler ses chiffres. Ça ferait moins village comme intervention un peu. Merci. Monsieur Proulx, merci. Est-ce que d'autres... S'il vous plaît, Mme Gilbert, M. Chouari, je vous demanderai de ne pas avoir de dialogue. Et si vous souhaitez avoir la parole, me le demandez. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir et qui ne sont pas intervenues sur le sujet de Mme Lemieux? Non? J'invite maintenant M. Légaré à prendre la parole. Merci, Mme la Présidente. Je veux à mon tour continuer sur ces bonnes nouvelles. Un début de carnaval fulgurant, le Snowboard Jamboree d'il y a 2 semaines où on a eu, à mon avis, la meilleure présentation des 10 dernières années. Nous avons fait la semaine passée un premier bilan de l'anneau de glace sur les plaines, un premier bilan de fréquentation qui est bien au-delà de nos aspirations et de nos espérances plutôt, je vous dirais. Tout d'abord, on a fait cet anneau-là pour 2 raisons. Tout d'abord, protéger 2 événements qui est le pentathlon des neiges et le triathlon des neiges, et surtout faire patiner les gens sur les plaines. Alors, c'était les 2 motifs pour lesquels on voulait faire un anneau réfrigéré comme ça. Écoutez, on parle d'une fréquentation absolument extraordinaire. Le jour, entre 400 et 500 personnes patinent du matin au soir, et la fin de semaine, 2000 personnes par jour, souvent plus, lorsqu'il fait beau, vont sur les plaines pour patiner. C'est exceptionnel. Vous m'auriez dit, il y a de ça 6 mois, qu'il y aurait avoir plus de 2000 personnes qui allaient patiner par jour. Moi, j'aurais jamais cru à ça. Et c'est fait. Vous dire aussi que c'est un projet pilote. Évidemment, on voulait regarder la faisabilité de tout ça. On a fait un premier bilan. On va faire un bilan à la fin de la saison et voir si on pouvait pas économiser quelques coûts. Vous le savez, on est en location, on loue 100% de l'équipement. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire l'acquisition, tout ça? Je ne sais pas, on va l'analyser à la fin de l'année, mais tout ça pour vous dire que c'est un projet pilote et il sera analysé. À mon avis, on a le bras dans le tordeur. Je ne suis pas certain qu'on va pouvoir enlever ça. Tout dépend des champs de bataille, tout dépend d'un paquet de choses, mais c'est un premier bilan intéressant. Écoutez, il suffit d'aller voir ça pour vous apercevoir que ça parle français, anglais, espagnol dans la petite cabane où on met nos patins. Il y a de la location de patins, un petit restaurant, alors c'est assez exceptionnel. Des pointes de fréquentation le jour, sur l'heure du midi, les gens travaillent autour, vont mettre les patins, font un petit tour, retournent travailler. Alors, une petite pointe de fréquentation le midi. On parle de saines habitudes de vie, on parle de sport, on parle d'événements, on parle de villes d'hiver. Alors, à mon avis, c'est un premier bilan qui est plus qu'exceptionnel. Et je vous reviens à la fin de la saison avec un bilan final et voir la suite des événements, voir sur la structure des coûts, comment on peut économiser de l'argent, comment on pourrait le faire dans le futur. Un bilan aussi des champs de bataille qui sera attendu à la fin de l'année, la commission des champs de bataille. Alors, je dois vous dire que je suis extrêmement satisfait de la décision que nous avons prise d'installer un anneau réfrigéré comme ça. Et on a bien hâte de voir le pentathlon des neiges qui va commencer dans à peu près 1 mois et demi et le premier triathlon des neiges aussi ici à Québec. Alors, on attend ces événements-là avec un optimisme et j'invite la population à aller patiner là la fin de semaine pendant le carnaval. C'est exceptionnel. Merci. Merci beaucoup, M. Légaré. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient, ou plutôt, est-ce que certaines personnes souhaiteraient intervenir sur le sujet de M. Légaré? Non? Dans ce cas, j'invite M. Verrette à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Simplement, un petit retour, moi aussi, sur l'annonce de la semaine dernière sur le CEBAC, le Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec. On était très heureux de l'annoncer. Je voudrais faire une petite parenthèse que le maire aussi a fait la semaine dernière. Je voudrais remercier mes collègues qui ont travaillé avec moi, ici, les collègues et les fonctionnaires qui nous ont accompagnés tout le long du projet. Je m'excuse, M. Verrette, je vous arrête un instant parce que les gens de Démocratie Québec me font signe que c'est à l'ordre du jour. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, mais on ne parle pas de l'annonce comme telle dans ce sommaire décisionnel, mais bien plutôt d'une nomination ou plutôt de la retenue de services professionnels. Donc, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir en intervention principale d'un membre du Conseil ce sujet-là. Je vous prie de continuer, M. Verrette, s'il vous plaît.
Effectivement, Madame la Présidente, ce soir, ce sera des études techniques pour aller pousser plus loin qu'on va parler tout à l'heure. Je reviens à mon annonce, tout simplement pour dire, il y a eu plusieurs commentaires, les gens se demandaient pourquoi l'usine de biométhanisation, pourquoi pas d'autres procédés. Il faut comprendre qu'en 2020, il sera interdit de brûler des matières organiques ou d'enfouir des matières organiques. Donc, c'est très important. On a choisi la technologie de biométhanisation parce qu'elle nous permettait d'avoir de meilleurs revenus sur la sortie. Donc, c'est pour ça. Et l'étude ce soir, tantôt, ce sera des études qui vont en venir. Je voulais remercier les fonctionnaires qui ont travaillé avec nous, mes collègues, Mme Véro, qui m'a accompagné. Vous allez nous accompagner aussi pour la revitalisation du secteur Mézeray-Limoilou, car ça va être dans votre secteur. Donc, je vais remercier Gilles Dufour, qui est le directeur général adjoint, et son équipe, Marcel Leroy, Stéphane Buguet et Carl Desharnais, qui est le directeur de projet. C'est un projet de 182 000 tonnes, je le rappelle, de résidus qui va entrer à l'usine de biométhanisation, 86 000 tonnes de résidus alimentaires et 96 000 tonnes de boue. On va se rappeler aussi que pour l'annonce, on va jumeler les boues à cette usine de biométhanisation-là. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus les enfouir, on ne pourra plus non plus les brûler à l'incinérateur. Ce qui est intéressant, on commence à enlever de la matière à l'incinérateur. C'est 25 de moins de matière qui va rentrer à l'incinérateur. Donc, les gens du milieu étaient satisfaits. C'est 40 camions de moins aussi qui vont aller par jour à l'incinérateur. Donc, c'est un projet structurant. On l'a fait aussi, je l'ai déjà dit dans les derniers mois. C'est un projet sur 20 ans. On voit le développement à long terme pour la ville. On peut aussi accommoder les gens de la CMQ, de l'agglomération de Québec, pour revenir à l'usine de biométhanisation. C'est un projet structurant à long terme, mais aussi la beauté, c'est que ce projet va être vert et d'un développement durable dans le sens qu'on veut aller. Et aussi, le dernier petit point, excusez, j'allais l'oublier, c'est ce que je cherchais. Rapidement. Pardon? Rapidement. Rapidement. C'est que les multilogements résidentiels, commerciaux, institutionnels seront inclus. C'est pour ça que le budget de la collecte est passé de 6 à 26 millions. Donc, à partir du moment qu'on va ouvrir l'usine, tous les gens de la Ville de Québec pourront adhérer au projet. Merci. Merci beaucoup, M. Verrette. Est-ce que certaines personnes souhaiteraient intervenir sur le sujet? M. Chouari. Oui, Madame la Présidente, c'est pour ça que on vous posait la question. On avait l'intention d'intervenir un peu plus tard, mais on va le faire tout de suite. Effectivement, on a pris connaissance de l'annonce la semaine dernière. C'est un projet qui est gigantesque en termes de coûts. Les coûts pour la Ville augmentent. Je comprends bien par l'explication de mon collègue que la loi va nous obliger à aller dans cette direction-là. Et de toute façon, je pense que lorsqu'on parle de gestion des matières résiduelles et on veut faire notre part pour l'environnement, c'est la voie par laquelle il faut y aller. Maintenant, est-ce que c'est la bonne technologie? Est-ce que les coûts sont trop importants par rapport aux choix qui sont faits? Quelles sont les implications et les risques associés à ce projet? J'aimerais rappeler que ma collègue Anne Guérette a demandé il y a quelques mois la tenue d'un comité plénier sur le sujet et l'ancien conseil aurait accepté. J'imagine que le nouveau conseil va aussi accepter la tenue d'un comité plénier prochainement pour qu'on puisse entendre de vive voix le projet dans ses détails, parce que c'est malgré tout un projet d'un coût énorme. Si je comprends bien la lecture que j'ai faite de tous les documents depuis la semaine dernière, c'est quand même assez nouveau, ce genre de projet et cette importance de projet au Québec. Et je pense que c'est important pour tous les élus, mais aussi pour la population, qu'on puisse avoir une présentation et qui permettrait des questions et l'évaluation, comment on est arrivé au choix et l'évaluation de ce genre de projet, des investissements qui seront faits, pour qu'on puisse bien être éclairé lorsqu'on aura apporté des décisions sur les règlements d'emprunt qui nous seront présentés. Mon collègue nous dit que les obligations de compostage ou on n'aura plus le droit d'enfouir les boues et les déchets de table, les matières organiques, à partir de 2020. Ce qu'on a vu aussi, c'est que l'usine sera prête en 2018.
c'est à la fois loin, mais c'est à la fois proche de la date limite. Alors ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on voudra, sur lequel on voudra avoir des informations, le cheminement du dossier d'ici à 2018 et les conditions de réussite pour éviter qu'on soit trop près de 2020. Merci beaucoup, M. Chouari. M. Verret. Très rapidement, effectivement, M. Chouari, l'ancien conseil s'était prononcé en faveur d'un plénier. Je pense qu'on attendait tout simplement l'octroi des subventions au niveau fédéral, provincial, pour pouvoir parler de l'ampleur de l'usine de biométhanisation. Juste un petit rappel aussi à nos collègues. Le projet est passé de 50 000 tonnes à 180 000 tonnes. On est passé de 50 millions à 100 millions. Il y a un coût de collecte qui est un petit peu différent. Donc, pour la construction, on a triplé les quantités à l'intérieur. On a à peu près doublé le coût de construction, mais on va plus biométhaniser de gaz. Mais vous allez avoir toutes ces questions-là au plénier. Vous allez avoir réponse à ces questions-là. Puis juste pour vous rappeler que c'est pas une technologie qui est si nouvelle que ça. Il y a des exemples à Gatineau. Ça fait 30 ans qu'ils font les boues municipales ça fait que c'est pas une technologie qui est si jeune que ça. Et en Europe, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Mais vous allez avoir vos réponses au plénier. Merci, M. Verret. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir? Oui, Mme Verreau. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, je ne laisserai pas passer l'occasion sans souligner à nouveau les investissements dans ce secteur-là. On en a déjà parlé, on l'a annoncé aussi. Le plan de revitalisation de la zone industrielle Mézeray-Vieux-Limoilou, 24 millions qu'on va investir, à part le projet du centre de biométhanisation, évidemment. Mais le centre de biométhanisation faisait quand même partie des 8 projets. Alors, il faut comprendre que ce nouvel équipement-là, c'est un grand équipement ville entière, hein, plus que ville d'ailleurs, ça dépasse les limites de la ville, et que à l'heure actuelle, l'incinérateur se trouve dans une zone. Tout ce qui se transmet en résidus, matière résiduelle, c'est-à-dire, excusez-moi, alors arrive tout au même équipement. Alors, il y a une population très, très impactée à ce niveau-là. Qu'on vienne soulager de 25 je pense, l'incinérateur de matière à incinérer, c'est une bonne nouvelle. 40, ça peut paraître banal pour les gens à l'extérieur du territoire de Limoilou, 40 camions par jour de moins. Mais pour les citoyens du secteur, je peux vous dire que c'est énorme. Une diminution de 40 camions par jour là, qui va transiger dans Limoilou. Alors, on continue. Parallèlement à ça, on fait nos 24 millions d'investissements dans ce secteur-là, toujours pour diminuer les impacts sur le milieu résidentiel. On le sait que la zone industrielle est enclavée pratiquement tout le tour là, par des quartiers résidentiels. C'est important, ces gens-là attendaient depuis longtemps. Et l'équipement qu'on annonce, c'est un équipement tout de même écologique, OK, qui sera mieux présenté lors d'un comité plénier. Je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est un équipement de nouvelle technologie, beaucoup plus écologique. On ajoute les 24 millions qu'on injecte la Ville dans les différents projets pour venir encore améliorer la qualité de vie. Et on a ajouté à ça 2,5 millions dans le plan de verdissement dans ce secteur-là également pour venir diminuer davantage les impacts sur l'environnement et sur les citoyens du secteur. Alors, l'équipement va se retrouver dans le même secteur, évidemment, mais pour ma part, pour le 24 millions, on a travaillé avec un comité de travail tout au long. On a élaboré ça avec les citoyens du milieu, les groupes représentants de milieu. Depuis 2011, c'est un travail exceptionnel à travailler de la bonne façon avec les gens du milieu. Alors, je tenais à le souligner encore que pour nous, c'est un ajout au travail qu'on mène depuis 2011. Merci. Merci beaucoup, Mme Verreau. Monsieur Bussière. Là, on nous a assuré d'un comité plénier, Madame la Présidente, mais quand? Et j'aurais une question préalable à ce comité plénier, si on peut avoir la réponse, parce que lors de la présentation du projet, on nous a parlé que les vents dominants allaient vers l'ouest, la plage de Beauport et la baie de Beauport et l'île d'Orléans, puis qu'il n'y aurait pas d'inquiétude parce que les vents dominants allaient pousser les odeurs éventuelles vers l'ouest. Mais advenant, je ne sais pas, on sait
Les vents tournent dans ce secteur-là, on a des épisodes de poussière. Est-ce qu'à ce moment-là, si on a un vent nord-est, premièrement, est-ce que l'usine va produire des odeurs? Et si elle produit des odeurs, dans quel sens qu'ils vont prendre? Parce qu'ils nous ont assuré que ça allait dans la direction ouest, parce que les vents dominants étaient là. Parce que je me soucie pour l'arrondissement de la cité Limoilou, notamment le Limoilou. C'est un secteur très industrialisé avec l'incinérateur et autres, et on y arrive avec un autre équipement. Est-ce qu'il y aura des retombées au niveau environnemental par rapport d'inconvénients par rapport à la population ou tout ça va vers l'île d'Orléans? Merci, M. Bussière. J'imagine que la question est posée à M. Verrette. M. Verrette. Donc, pas de danger pour les résidents du secteur. Les vents dominants n'ont pas changé. C'est toujours poussé vers la pointe de l'île d'Orléans, environ, à peu près. Sauf que notre centre de traitement de biométhanisation sera confiné à l'intérieur. Ça n'a pas changé depuis le début. On a une expertise qui est formidable aux travaux publics avec l'usine de traitement des eaux. Depuis 1986, aucune plainte au niveau du traitement des odeurs. Donc, on traite les odeurs à l'intérieur de l'usine de traitement des eaux. Ça va être sensiblement le même procédé qui va être fait au centre de traitement de biométhanisation. Même qu'il va y avoir un sas, on l'expliquait en conférence de presse. Les camions vont rentrer dans un sas, l'air va être évacué, il va vider son chargement, il va revenir, il va y avoir un système à l'intérieur de nettoyage pour le camion. L'air, ensuite de ça, va être retourné vers l'intérieur. Il n'y a aucun rejet. On a une très bonne expertise, comme je disais, avec l'usine de traitement des eaux. La date du plénier, M. Bussière, nous, on est prêts. Comme je disais tout à l'heure, on avait hâte que le projet soit annoncé par les paliers de gouvernement. Donc, il s'agira de coordonner les agendas là, avec la direction, là, puis avec vous. Merci, M. Verrette. Je suis Mme Guérette. Oui, Madame la Présidente. Contente de savoir qu'il y aura un plénier. Je pense que c'est un sujet très important. On y investit beaucoup d'argent, donc c'est normal. Donc, la part de la Ville est passée de 18,4 millions. C'est des questions que j'ai pour M. Verrette. On est passé de 18,4 millions à 64,3 millions. Donc, il y a 46 millions de plus. J'aimerais savoir, premièrement, si ce 46 millions, je ne me souviens pas s'il est déjà prévu au PTI ou si on va devoir l'intégrer dans les prochains PTI. Est-ce que ça risque d'avoir un impact ou il est déjà prévu? Tant mieux s'il est déjà prévu. Puis, ça fait 2 fois que j'entends dire qu'il y aura 40 camions de moins pour l'incinérateur. Mais ce qu'on sait du projet, c'est qu'une fois que les déchets de table seront biométhanisés, le digesta qui sort de l'usine de biométhanisation sera envoyé dans un dépôt à neige, le dépôt à neige de la Jonquière. Donc, est-ce qu'on peut... Puis là, les entrepreneurs privés vont venir chercher le digesta dans le dépôt à neige au fur et à mesure qu'ils vont l'acheter. Donc, ma question, c'est... ma deuxième question, on dit qu'il y aura 40 voyages de camions de moins pour l'incinérateur, mais combien de voyages de camions de plus vers le dépôt à neige de la Jonquière pour apporter le digesta et du dépôt à neige de la Jonquière pour l'amener ailleurs par les entrepreneurs? Merci. M. Verrette. Merci, Madame la Présidente. L'ancien collègue qui était assis à la même place que M. Julien, M. Côté, a eu peut-être... excusez, c'est M. Picard, j'oublie vite. On avait déjà prévu ça à l'ancien budget, puis au PTI, c'est encore prévu la même chose au PTI. On l'a échelonné sur 16, 17 et 18, bien entendu. Pour ce qui est du digesta, on parle à peu près, parce que c'est 19 000 tonnes, on parle peut-être une dizaine de camions là, quand le digesta va être prêt. Il y a une nuance qui est très importante, il faut faire attention. On a peut-être mélangé dans les deux projets, dans les communiqués. Dès l'automne, on s'est aperçu, puis même depuis 2011, quand on discutait avec les intervenants verts du milieu ou les englobes de ce monde, les biogénies et ces choses-là, le compost est une ressource qui est en demande par les agriculteurs, en demande par plusieurs, on peut faire beaucoup de choses. On s'est aperçu qu'on n'avait plus besoin de centre de compostage à ciel ouvert. Donc, le digesta s'en allait au centre de compostage à ciel ouvert et allait rejoindre les branches et les résidus verts qu'on avait. Ce qu'on a fait à l'automne, on a séparé les deux. C'est ce qu'on s'était prévu, vous allez pouvoir aussi poser au plénier. C'est ce qui va être... Le digesta peut avoir trois... Comment je pourrais dire ça? 3 catégories, un stérilisé, un pasteurisé,
En tout cas, du bas, du moyen, du haut de gamme, si on peut dire. Donc, le digesta qui va sortir dans notre usine, on a déjà choisi que ce soit un digesta de meilleure qualité. Il serait déjà prêt à aller sur les champs ou à être utilisé par nos citoyens. Donc, ce ne sera pas 19 camions qui vont sortir, qui vont s'en aller au dépôt à Jonquière. Ça reste à déterminer. Ça se peut que les entreprises viennent directement le chercher à cette usine-là pour aller dans les champs ou nos citoyens qu'on invite, parce qu'on veut redonner aussi à la population ce digesta-là comme fertilisant. Au dépôt en neige à Jonquière, c'est seulement le 15 000 tonnes de branches qui est transbordé à cet endroit parce que les intervenants du vert et écologique du milieu peuvent tout de suite prendre ces branches-là et les épandre aux champs, tout simplement. Fait qu'on a sauvé l'équipement de compostage comme ça. Merci, M. Verrette. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir sur le sujet de M. Verrette? Non. Dans ce cas, j'ai Mme Doyle, mais j'ai cru comprendre que votre intervention a été faite tout à l'heure. J'invite donc Mme... Pardon? Non. Dans ce cas, j'invite donc Mme Dominique Tanguay à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, moi, mon intervention concerne les optimistes. Récemment, j'ai rencontré un groupe de représentants des optimistes de la région de Québec, mais aussi des régions de la Mauricie, il y en avait du Saguenay, Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, et ils m'ont demandé de faire la promotion pour faire connaître justement le mouvement optimiste. Alors, pour ceux qui sont moins familiers avec les clubs optimistes, les clubs optimistes sont voués à la jeunesse. C'est formé de bénévoles qui donnent beaucoup de temps pour faire valoir les jeunes. Ils organisent beaucoup d'activités. Entre autres, il y a des concours d'art oratoire, des essais littéraires, des concours de jeunes talents qui s'appellent Ministars, il y a des gens qui chantent, qui dansent, qui font de la musique. Puis c'est justement pour mettre en valeur ces jeunes-là. Puis également, il y a de la sécurité routière, de la lutte contre l'intimidation. Alors, le mouvement optimiste, c'est pour inspirer le meilleur chez les jeunes. J'ai distribué des petits rubans bleus aux membres du Conseil. C'est pour souligner justement la journée optimiste. La journée optimiste, c'est le premier jeudi du mois, c'est-à-dire cette semaine, jeudi de cette semaine. Alors, je vous invite à le porter. Si vous voyez des gens, justement, qui portent le ruban bleu, c'est probablement des membres optimistes ou des gens qui sont voués pour la jeunesse. Informez-vous auprès d'eux pour connaître un peu, savoir ce qu'ils font, c'est probablement des gens dans les organisations et pour faire connaître le mouvement. Puis, si vous êtes intéressé de vous impliquer, je suis certain qu'ils vont être heureux de vous accueillir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Tanguay. Quelqu'un souhaiterait intervenir sur le sujet de Mme Tanguay? Non? J'invite donc M. Normand. Merci, Madame la Présidente. On a fait grand cas la semaine dernière de toute la question des voies réservées et du covoiturage sur Henri IV, notamment au plan médiatique. Je voudrais simplement revenir là-dessus pour un peu préciser dans quelle démarche notre administration se situe par rapport à cette situation-là. Toutes nos démarches s'inscrivent dans le plan de mobilité durable qui a été adopté en 2011. Et on est à la recherche, dans ce cadre-là, de toutes les mesures qui peuvent contribuer à atténuer la congestion routière à Québec. Alors, on sait les mesures, là, le transport en commun en est une. Tous les gens qui embarquent dans le transport en commun, c'est autant de gens qui ne sont pas dans la congestion routière. Le transport actif, le vélo, la marche. L'aménagement, par des mécanismes d'aménagement, on peut également contribuer à diminuer la congestion routière. On pense au zonage, à la densification, à la géométrie des rues, des autoroutes, des bretelles d'accès, les parcs-bus, les stationnements incitatifs, la synchronisation des feux de circulation. C'est autant de mesures qu'on peut mettre en place en termes d'aménagement pour diminuer la congestion routière. Il y a aussi des plans de gestion des déplacements en entreprise qu'on met de plus en plus de l'avant. On incite les entreprises qui ont un certain nombre de travailleurs à gérer un peu les déplacements en offrant soit des cartes d'abonnement de transport en commun ou aussi en réglant un peu l'horaire d'entrée au travail pour que ces gens-là ne soient pas pris tout le monde dans la même congestion. Et finalement, le covoiturage. Alors, des voies réservées, il y en a actuellement. Ma collègue en utilise justement une sur Dufresne-Montmorency. Et j'ai demandé à avoir des résultats parce que j'entends beaucoup Henri IV, mais j'entends rien sur Dufresne. Et sur Dufresne, il y a 63 bus le matin entre 7h et 9h.
il y a en moyenne 200 autos avec 3 personnes et plus, parce que c'est un covoiturage de 3 personnes et plus. Donc, il y a très peu de contrevenants, d'après ce qu'on me dit, mais il y en a quand même, et c'est fait de façon très sécuritaire. Tout ça m'amène à vous parler d'Henri IV. Henri IV, il n'y a pas rien pour l'instant que le ministère des Transports n'a même pas de carton, dans ces cartons-là, de projet d'élargissement de l'autoroute. On en parle, ça se discute, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent alentour d'Henri IV, mais pour l'instant, il n'y a rien sur papier. Alors, quand ça sera en place dans les cartons, on pourra penser à réaliser quelque chose, mais encore une fois, ce n'est pas la Ville qui décide, c'est le ministère des Transports. Alors, nous, sur Robert Bourassa, ce qu'on veut faire, entre autres, notamment avec le ministère des Transports, c'est démarrer une étude par laquelle on va analyser la question du partage des voies réservées avec les autobus pour le transport en commun. On verra si c'est 2, si c'est 3, ça reste justement à être analysé. Et sur Robert Bourassa, la question, c'est surtout une question de sécurité routière, parce que comme la voie réservée est au centre de l'autoroute, ça nécessite 2 croisements de voies avant qu'une personne qui est en covoiturage puisse sortir à une bretelle de sortie. Alors, il y a des questions de sécurité qu'il faut analyser, et c'est ce qu'on va faire avec le ministère des Transports dans les prochains mois. Sur les autres, en terminant, Madame la Présidente, sur les autres tronçons, il restera des analyses à faire. On va le faire également avec le ministère des Transports. Merci. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir sur le sujet de M. Normand? Oui, M. Julien. Oui, effectivement, nous sommes à regarder, à mettre en place des études, des analyses concernant le covoiturage. Mais essentiellement, notre perspective et notre objectif, comme le mentionnait mon collègue, c'est de diminuer la congestion, c'est-à-dire d'augmenter essentiellement la fluidité. Et ces analyses-là et ces études-là ont pour objectif, est-ce qu'on est capable de venir démontrer qu'une voie réservée au covoiturage est en mesure de modifier certains comportements et surtout de réduire ou d'augmenter la fluidité à tout égard, et non seulement dans la voie réservée, mais dans celles qui ne sont pas réservées. Et si, au terme de ces analyses-là, de ces études-là, on n'est pas en mesure de démontrer que la fluidité globale du réseau routier est améliorée, on aura à se positionner par rapport à nos conclusions. Merci, M. Julien. Oui, Mme Lemieux. Je me sens interpellée. Effectivement, moi, j'utilise la voie réservée sur du frein à tous les jours et je dois vous dire qu'une chance qu'on a ça. Je trouve que c'est vraiment très efficace et puis c'est pour ça que je pense que ça vaut la peine d'étudier cette question-là sur d'autres artères importantes de la Ville de Québec parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et moi, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je me suis installée à Beauport, c'est qu'il y avait cette voie réservée parce qu'on est une famille, donc on peut prendre la voiture et y arriver assez rapidement au centre-ville le matin. Donc, c'est presque miraculeux. Et moi, je pense qu'il y a de l'avenir dans ça. Puis, je suis allée à Los Angeles l'année passée et puis j'ai vu aussi ce qu'ils ont implanté comme réseau de voies réservées également pour les voitures seulement. Dans ce cas-là, dans les grandes autoroutes, c'est même pas pour les autobus, c'est seulement pour les automobilistes qui sont 2 personnes et plus. Et ça a vraiment allégé énormément le trafic aussi là-bas. Et c'est très fonctionnel aussi. Donc, je pense que c'est un exercice important qu'on s'apprête à faire. Il fallait se pencher sur cette question-là pour améliorer la fluidité du réseau. Je pense qu'on a compris, tout le monde en a assez des bouchons et puis il faut vraiment qu'on fasse l'exercice. Et moi, j'ai hâte de voir les conclusions, mais moi, je prédis que ça sera probablement très positif. Merci, Mme Lemieux. D'autres personnes sur le sujet? Non? Dans ce cas, j'invite Mme Jean à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. De mon côté, je voulais intervenir au niveau socio-économique des données qui nous ont été présentées en début d'année. Vous savez, traditionnellement, les économistes, on sait chaque année, déposent leurs prédictions quant à l'avenir de certains secteurs ou quant aux orientations au niveau du taux d'activité, taux de chômage, etc. Encore cette année, on a eu des nouvelles quand même encourageantes pour ce qui est de la région, de la capitale nationale, notamment la Ville de Québec qui s'en sort bien à beaucoup de niveaux. On figure encore, selon les prédictions, on devrait être encore dans les zones métropolitaines au Canada où le taux de chômage est plus bas, où il y a davantage de création d'emplois malgré le contexte économique de plus en plus difficile depuis 5 ans. Dans ces données statistiques-là, évidemment, tout ça nous aide à garder le cap, de voir à quel niveau on doit intervenir. Est-ce que nos politiques publiques et sociales vont s'arrimer avec les besoins, etc. Souvent, on oublie un élément très important, soit nos entrepreneurs.
il y a un facteur humain aussi dans le développement économique. Oui, il y a nos prédictions statistiques connues, mais aussi un facteur qui nous permet d'avancer ou non. C'est-à-dire, est-ce que nos gens d'affaires sont optimistes aussi quant au développement économique de la région, la grande région de Québec? Alors, cette année, pour une 4e édition, il y a différentes organisations qui ont dévoilé des résultats très intéressants. On parle de Québec international, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et la Chambre de commerce de Lévis, qui ont dévoilé ces résultats-là quant à l'optimisme, à l'indice de confiance des entrepreneurs, quant à l'économie pour les prochaines années. Alors, bien que partout, on pourrait dire dans le monde, là, dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Europe, évidemment, les prédictions sont un peu à la baisse, mais au niveau de la région de la capitale nationale, notre optimiste, il y a Mme Tanguay qui parlait des clubs optimistes. Disons que je vais parler d'optimisme sur un autre aspect. On nous dit que 74 des entrepreneurs de la grande région de Québec sont très optimistes quant à l'activité socio-économique et l'activité économique dans la prochaine année. Alors, c'est très, très réjouissant parce que si eux y croient, évidemment, je pense que les bonnes affaires vont être au rendez-vous et les statistiques, par la suite, vont prendre tout leur sens. Je voudrais aussi mentionner que les gens d'affaires prévoient, au niveau de 80 des gens d'affaires du secteur de la capitale nationale prévoient que leurs ventes augmenteront de façon importante. Leur carnet de commandes devrait augmenter, selon eux, au niveau de 60 Alors, et encore une fois, c'est très intéressant de voir que la capitale nationale se démarque aussi par rapport aux autres régions. Les gens vont prévoir exporter encore plus, tisser des liens économiques, des liens d'affaires encore plus avec les gens de l'Europe, le Japon, les États-Unis. Alors, c'est très intéressant de voir à ce niveau-là que nos gens d'affaires sont optimistes, comme je viens de vous le dire, puis aussi vont passer à l'action grâce à leurs compétences. Puis nous, on espère être derrière eux dans cette aventure entrepreneuriale-là. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Jean. Est-ce que certaines personnes souhaiteraient intervenir sur le sujet de Mme Jean? Non? Dans ce cas, ceci met fin à la première période d'intervention générale des membres du Conseil. Ah oui, Mme Doyle, effectivement, même si le maire est absent, vous avez un 3 minutes de conclusion. Exactement. Et à ce titre, j'aimerais demander à Mme Lemieux de conclure. Parfait. Allez-y, Mme Lemieux. Oui, merci beaucoup. Écoutez, je trouve que l'opposition ne doit pas avoir grand-chose à nous reprocher pour faire toute une histoire là, avec l'absence du maire à l'ouverture du Carnaval de Québec. Moi, j'aimerais rappeler que le maire a participé déjà au moins 3 ou 4 conférences de presse pour promouvoir le Carnaval. Ici, ça donne un grand coup de pouce, une grande visibilité au Carnaval. Il a aussi participé à d'autres activités. Mme Guérette était là à l'intronisation du maire chez Tipper, en fait, la semaine dernière. Il a participé, comme je disais, aussi au retrouvailles des duchesses. Il sera au bal de la Reine, il sera à la parade à Charlesbourg également. Donc, il y aura d'autres activités auxquelles le maire va participer. Mais vous savez, il y a une fonction qui s'appelle maire suppléant et qui est justement dédiée au remplacement du maire dans certaines activités. Mme Doyle le fait extrêmement bien. Je suis convaincue, une fonction que d'autres ont relevée par le passé également pour remplacer M. Lallier, Mme Boucher et les autres maires. Un maire ne peut pas être partout en même temps. Et puis, M. Labaume en fait énormément. Notre maire en fait énormément sur le terrain. Donc, je trouve que c'est une grosse tempête dans un verre d'eau, dans un petit verre d'eau. Je trouve ça un petit peu décevant. Pour revenir un peu sur les événements, je pense que ça vaut la peine de vous dire qu'au-delà, dans le fond, de toutes les retombées économiques, on peut s'obstiner sur les retombées tangibles, intangibles. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que les gens de Québec aiment les événements. D'ailleurs, on avait sondé la population de Québec et puis il y a plus de 70 des citoyens ici à Québec qui en veulent encore et qui en veulent même plus des événements. Et ça se maintient depuis 2010, ce score-là, comme on pourrait l'appeler. Et la preuve, c'est que les gens sont toujours présents. Quand on leur organise des événements de qualité, ils sont toujours présents. Ils se sont déplacés pour le Moulin, ils se sont déplacés pour le cirque. La fête de la Ville de Québec, c'est toujours couru. Festival d'été, le carnaval. Le 31 décembre, à moins 25, il fallait le faire. Se déplacer le 31 décembre sur Grande Allée pour fêter. Donc, moi, je pense qu'au-delà de toutes les considérations, on est là pour représenter aussi nos citoyens. Les citoyens de Québec veulent des événements. On va continuer à leur en donner. On fait une réflexion. Effectivement, après 5 ans, il fallait faire le point. Est-ce qu'on peut faire les choses encore mieux? Est-ce qu'on peut faire d'autres sortes de choix? On le fait présentement avec le comité consultatif. On accueille les nouveaux projets. On se pose des bonnes questions. Je pense que l'opposition n'a pas à s'inquiéter à ce sujet-là. On fait l'exercice et puis on prend une petite pause cet été, là, effectivement, avec des investissements plus massifs dans le Vieux-Port.
Mais on va vous revenir avec un plan de marche pour les prochaines années parce qu'on y croit et on va continuer. Merci beaucoup, Mme Lemieux. Nous en sommes maintenant à la première période de questions des citoyens, d'une durée de 35 minutes. Je rappelle aux citoyens qui ont inscrit leur nom sur la feuille et qui souhaitent prendre la parole qu'ils ont 1 minute de préambule et pour poser leurs questions et qu'ils doivent d'entrée de jeu dire à qui s'adressera leur question. J'invite donc M. Michel Beaumont à venir prendre la parole. Bonsoir, M. Beaumont. Bonsoir, Michel Beaumont, Québec. Ma question est pour M. Normand du RTC, division projet. Est-ce que le RTC a des projets à long terme, moyen terme ou court terme de transformer le parcours numéro 7 en métrobus 807? Merci, M. Beaumont. M. Normand. Madame la Présidente, le RTC a beaucoup de projets, mais pas celui de transformer le parcours 7 en métrobus. Il y a par contre des projets pour améliorer la desserte du parcours 7 parce qu'il est un service très achalandé. C'est un parcours aussi curieux que ça puisse paraître, là. Le chemin Sainte-Foy est quand même pas une avenue, un grand boulevard, là, mais il y a beaucoup d'usagers qui transitent par le parcours 7. Donc, il y a des besoins qui sont clairement exprimés, clairement documentés au RTC et lesquels on est en train d'analyser pour voir comment on va arrimer cette desserte-là avec l'ensemble du reste du réseau et l'ensemble de l'étude tramway aussi. Il faut comprendre que là, il y a quelque chose dans l'air qui est un système lourd qui va constituer le tronc principal du transport en commun à Québec. Alors, il faut un peu attendre l'arrimage avec les conclusions de l'étude tramway, mais entre-temps, on travaille sur le parcours 7 pour en améliorer la fréquence, le niveau de service, etc., etc. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond bien à votre question? Merci. Merci, Mme la Présidente. Merci à vous. J'invite maintenant M. Virgile Duprat. Bonsoir, M. Duprat. Bonsoir. J'ai pas suivi l'actualité des derniers jours, puis ma question était pour le maire, fait que ça fonctionnera pas. Vous souhaitez pas la poser à quelqu'un d'autre? Non, ça va aller. Ça va aller? C'est quoi, il est au Super Bowl, là? Le maire est absent, M. Virgile. Merci. Donc, j'ai personne d'autre inscrit sur ma liste. Est-ce qu'un citoyen qui a déjà posé une question dans la salle souhaiterait en poser une seconde, telle que le permet le règlement? Non. Ça met donc fin à cette période d'intervention des citoyens. Point 9, avis de proposition. 9A, nouvel avis de proposition. Est-ce que les gens ont des nouveaux avis de proposition à déposer? Oui? Oui, Madame la Présidente, j'aurais deux... excusez, est-ce que c'est l'avis de proposition? Non, je pense que vous, ce sera plus au point 10. Bon, merci. Excusez-moi, mes collègues... Proposition sans préavis. On vous a joué un tour, là. Vilain, Monsieur Voyer. Donc, si personne n'a de nouveaux avis de proposition à déposer, nous en arrivons au point 10, qui sont les propositions sans préavis, Madame Jean. Bon, gardons notre sérieux, Madame la Présidente. Alors, j'aurais deux avis de proposition. Des propositions sans préavis à soumettre. Voilà. La première concerne mon rôle en tant que présidente de l'arrondissement des Rivières. Je propose, appuyé par monsieur... attendez, excusez-moi. Par monsieur... excusez-moi, je n'ai pas gardé là-bas. Ça commence. Merci, c'est gentil. La première, comme je vous le disais, concerne mon rôle de présidente de l'arrondissement des Rivières. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, appuyé par mon collègue, M. Jonathan Julien, que je vous propose une motion de félicitations à la première reine du carnaval après 18 ans. Alors, je lis comme suit, attendu que vendredi le 31 janvier 2014, la duchesse Mélissa Dumont du Duché des Rivières a remporté le titre de reine du carnaval. Attendu que, dans le cadre de la 60e édition du Carnaval de Québec, les duchesses sont de retour après 18 ans d'absence. Attendu que Mélissa Dumont s'est distinguée pour son projet de défi sportif intitulé Fahrenheit qui a fait courir des centaines de personnes dans la neige. Attendu que
Le Carnaval de Québec, plus grand carnaval d'hiver au monde, est le rendez-vous de toute la famille pour une grande fête de l'hiver et une expérience unique à Québec. Attendu que l'événement obtienne la 3e place au palmarès des grands carnavals suivant de très près les célèbres carnavals de Rio et de la Nouvelle-Orléans. En conséquence, il est résolu de féliciter une fière ambassadrice d'une nouvelle lignée de duchesses, Mme Mélissa Dumont, pour avoir été couronnée reine de la 60e édition du Carnaval de Québec. Merci, Mme Jean. J'ai cru comprendre que vous en avez un second. Oui, tout à fait. Alors, second, toujours en lien avec mon rôle de présidente de l'arrondissement, mais aussi mes intérêts très solides pour la persévérance scolaire, appuyé par mon collègue Vincent Dufresne du district Saint-Rodrigue. On vous propose une motion concernant la prochaine semaine de la persévérance scolaire. Alors, attendu que les élus de la région de la capitale nationale ont initié une démarche régionale qui a pour but d'augmenter le taux de diplomation des jeunes dans la région, attendu que la diplomation a un impact positif sur l'économie locale et sur la qualité de notre vie, la qualité de vie de notre municipalité, attendu que la Ville de Québec encourage les jeunes à persévérer dans leurs études et à trouver un métier ou une profession qui leur convient, attendu que la valorisation de la persévérance scolaire n'est pas qu'une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont les parents, les employeurs et les élus doivent se préoccuper collectivement, attendu que cette préoccupation doit s'amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu'à l'obtention d'un diplôme qualifiant pour emploi, peu importe l'ordre d'enseignement, attendu que l'organisme La Persévérance et Capitale organise du 10 au 14 février 2014 les Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année, témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et seront ponctuées de plusieurs activités dans la région de la capitale nationale, attendu que les Journées de la persévérance scolaire se tiennent simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, cet événement. En conséquence, il est résolu de déclarer les 10, 11, 12, 13 et 14 février 2014 comme étant les Journées de la persévérance scolaire à la Ville de Québec et d'appuyer l'organisme La Persévérance et Capitale, ainsi que l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la persévérance scolaire afin de faire de la région de la capitale nationale une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Jean. Monsieur le greffier, je vous demanderai de noter mon appui à ces deux avis de proposition, s'il vous plaît. Merci. Nous en sommes au point 11, rapport du comité exécutif. A, matière relevant de la compétence du Conseil de la Ville. Comité exécutif du 29 janvier 2014. Approvisionnement. AP 2013-691. Oui, Madame la Présidente, ça concerne l'autorisation au Conseil de l'arrondissement de Beauport pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour des travaux d'excavation pneumatique. Ça couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. C'est proposé par Madame Lemieux et c'est appuyé par Monsieur Ernoul. Oh. Culture, CU 2014-004. Ça concerne la conclusion d'une entente entre la Ville et le Carrefour Jeunesse-Emploi de la capitale nationale relativement au versement d'une subvention annuelle dans le cadre du projet de l'Ampli de Québec pour les années 2014 à 2016. C'est proposé par Mme Lemieux, appuyé par Mme Gilbert. Questions, commentaires? C'est adopté. CU 2014-005. Ça concerne la modification de la résolution du Conseil de la Ville 2013-986 concernant le versement de subventions dans le cadre du volet danse de la mesure Première Ovation. C'est proposé par Mme Lemieux, appuyé par Mme Gilbert. Questions, commentaires? C'est adopté. CU 2014-013. Demande d'aide financière pour l'année 2014 auprès du ministre de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. C'est proposé par Mme Lemieux, appuyé par Mme Gilbert. Questions, commentaires? C'est adopté. Développement touristique, DT 2013-153. Ça concerne la conclusion d'une entente entre la Ville et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec relativement au versement de subventions à titre d'assistance dans le cadre de la réalisation des fêtes du 350e anniversaire. C'est proposé par Mme Lemieux, appuyé par Mme Guérette. Questions, commentaires? C'est adopté. Gestion des immeubles, GI 2013-111. Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du
boulevard Wilfrid Hamel en ce qui concerne le lot portant le numéro 5 386 631, cette partie de terrain située dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. C'est proposé par M. Julien et appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? C'est adopté. J'ai eu 2013-113. Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot portant le numéro 1 634 994, terrain situé dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. C'est proposé par M. Julien et appuyé par M. Verret. Questions, commentaires? C'est adopté. B. Matière à soumettre au Conseil d'agglomération. Comité exécutif du 15 janvier 2014, Expo-Cité, EX 2013-022. Pour autoriser à soumettre à la prochaine réunion du Conseil d'agglomération l'autorisation à Expo-Cité de conclure l'entente avec Groupe Compass Limité relativement aux services alimentaires du centre de foire, du bistrot du Colisée Pepsi, des loges du Colisée et du salon L'Intro du Colisée. Merci. En l'absence du maire, ça sera proposé par M. Proulx et appuyé par M. Dufresne. Questions, commentaires? C'est adopté. Comité exécutif du 22 janvier, Direction générale, DG 2013-104. Autorisation à soumettre à la prochaine réunion du Conseil d'agglomération l'autorisation pour la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville et la nation Huron-Wendat concernant l'inclusion de terrains à la réserve et les modalités afférentes. C'est proposé par M. Proulx et appuyé par M. Verret. Questions, commentaires? C'est adopté. Comité exécutif du 29 janvier 2014, approvisionnement, AP 2013-643. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'autorisation à Expo-Cité d'acheter des vins et autres boissons alcoolisées dans le but de la revente pour la période se terminant le 29 février 2016. C'est proposé par M. Proulx et c'est appuyé par M. Dufresne. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2014-008. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat de service professionnel en vue d'assister la Ville dans le projet de construction du centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec. C'est proposé par M. Verret et c'est appuyé. C'est proposé par M. Proulx et c'est appuyé par M. Verret. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2014-015. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat de service professionnel en médecine du travail pour l'année 2014. C'est proposé par M. Proulx et c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2014-025. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la formation de comité de sélection pour l'adjudication de contrats de service professionnel. C'est proposé par M. Proulx et appuyé par M. Bussière. Questions, commentaires? C'est adopté. Développement économique, DE 2013-118. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville et Silicycle Incorporé quant au versement d'une subvention relative au programme de vitrine technologique de la Ville dans le cadre de la stratégie de développement économique de la Ville de Québec. Proposé par M. Proulx et appuyé par M. Verret. Questions, commentaires? C'est adopté. Direction générale, DG 2014-009. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la nomination de Mme Dominique Tanguay à titre de membre du Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec. C'est proposé par M. Proulx et c'est appuyé par M. Chouari. Questions, commentaires? C'est adopté. DG 2014-010. Autorisation de soumettre à la prochaine réunion du Conseil d'agglomération la nomination de Mme France Hamel à titre de membre au sein du Conseil d'administration du réseau de transport de la capitale. C'est proposé par M. Proulx et appuyé par Mme Tanguay. Questions, commentaires? C'est adopté. DG 2014-011. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la nomination de Mme Anne Corriveau et de M. Laurent Proulx à titre de représentant de la Ville au sein du Conseil d'administration du Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge. C'est proposé par... Ça va être proposé par moi, Mme la Présidente. Oui, étant donné que M. Proulx est impliqué dans ce sommaire, ce sera proposé par M. Verret et appuyé par M. Julien. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est adopté. Arrondissement Lastélimoilou, A1 GT 2013-261. Autorisation de soumettre à la prochaine réunion du Conseil d'agglomération la modification à la réglementation sur la circulation et le stationnement sur le réseau artériel de l'agglomération concernant l'avenue d'Estimauville dans le district électoral Mézeray-Lairet, arrondissement Lastélimoilou. Proposé par M. Proulx et appuyé par M. Bussière.
Questions, commentaires? C'est adopté. OMHQ, OM 2013-003. Pour autoriser à soumettre au Conseil d'agglomération l'approbation des prévisions budgétaires 2014 de l'Office municipal d'habitation de Québec. C'est proposé par M. Proulx et appuyé par Mme Gilbert. Questions, commentaires? C'est adopté. SOMAC, SO 2013-002. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'approbation du budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice financier 2014. C'est proposé par M. Proulx et appuyé par Mme Gilbert. Questions, commentaires? C'est adopté. C, matière soumise au Conseil pour un conseil d'arrondissement, il n'y en a pas, ainsi que D, matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire. Point 12, avis de motion et projet de règlement, comité exécutif du 29 janvier 2014, FN 2014-001. Oui, l'avis de motion est relatif à un projet de règlement modifiant le règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2014, relativement au taux des compensations annuelles pour la vidange d'une installation septique et l'utilisation d'un contenant à chargement avant. C'est le règlement de la Ville projeté 2165. L'avis de motion sera donné par M. Berry. Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2014 afin d'édicter de nouveaux taux pour la compensation annuelle pour le vidange d'une installation septique et celle pour le vidange supplémentaire de celle-ci à l'égard d'un immeuble résidentiel et d'un immeuble non résidentiel et d'ajuster l'un des facteurs de calcul de compensation annuelle imposés au commerce ou industrie lorsqu'une unité d'évaluation est desservie par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière qui contient des matières résiduelles destinées à l'incinérateur. Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2014. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Merci, M. Verrette. 13. Adoption des règlements. Il n'y en a pas. 14. Deuxième période d'intervention des citoyens d'une durée de 10 minutes. Je n'ai pas de seconde liste. Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui souhaiteraient prendre la parole? Non. 15, deuxième période d'intervention générale des membres du Conseil. Nous en étions à Mme Gilbert. Ça va aller. Monsieur Voyer. Alors, Madame la Présidente, au cours des derniers mois, j'ai eu le plaisir, le privilège de travailler avec des gens extrêmement compétents. On l'a vu dans le PTI, on l'a vu dans le budget. Étant néophyte, j'ai compté beaucoup sur notre administration. Donc, que ce soit pour les services pompiers, les services de protection contre les incendies ou la sécurité publique. Je l'ai dit à maintes reprises. Maintenant, j'ai d'autres preuves, si je peux dire, entre autres de Saint-Augustin de Desmaures. Une résolution à la séance extraordinaire du 16 décembre 2013. Je me permets de le souligner. Féliciter les pompiers qui sont intervenus le 28 novembre dernier dans le cadre d'un incendie à l'église de Saint-Augustin-de-Desmaures. Leur très rapide intervention a permis d'éviter la perte de ce bâtiment historique important dont la mise en lumière prendra forme très bientôt. J'ai également une lettre de Mme Colette Roy-Laroche, de mairesse de Lac-Mégantic. C'est drôle parce qu'en fin de semaine dernière, au tournoi novice de Charlesbourg, j'ai eu la chance de la croiser. C'est la première fois depuis les événements de Lac-Mégantic que j'ai pu discuter avec elle. Alors, sa lettre, je me permets de la lire au complet. Je vais être quand même assez rapide. Chers pompiers, la vie quotidienne de tous les résidents de Lac-Mégantic a été touchée de façon fulgurante dans la nuit du 5 au 6 juillet dernier, quand le déraillement de ce fameux train est venu interrompre le cours habituel de nos vies. Confrontés à une catastrophe hors du commun, avant que les flammes ravageaient sans pitié le centre-ville de Lac-Mégantic, nos pompiers ont lancé un appel à tous pour une aide d'urgence. Votre municipalité a répondu à cet appel, mettant à notre disposition vos pompiers. Vous nous avez soutenus et aidés inlassablement à maîtriser l'incendie avec courage et dévouement, et ce, malgré l'ampleur du désastre humain et environnemental. Traverser une tragédie semblable nous a permis de constater à quel point le cœur d'un pompier n'a pas de frontières. Nous vous serons à tout jamais reconnaissants, pompiers du Service de protection contre les incendies de Québec. Nous tenons à vous remercier sincèrement pour le support apporté. Votre soutien nous a permis d'affronter cette terrible épreuve avec une détermination encore plus grande.
Merci pour autant de générosité et de professionnalisme. Nous constatons encore plus aujourd'hui à quel point le métier de pompier est non seulement une passion pour plusieurs d'entre vous, mais il est surtout très honorable car vous êtes les anges gardiens de nos vies. En signe de remerciement et d'amitié qui nous unit, nous désirons vous remettre une épinglette à l'effigie de la ville de Lac-Mégantic ainsi qu'un certificat de reconnaissance. Nos regards se tournent maintenant vers le futur, avec l'implication pleine et entière de tous les membres du conseil municipal, avec le dévouement sans borne de tous les employés de la ville de Lac-Mégantic, avec le soutien de tous les paliers du gouvernement, avec la vision des chefs de file de notre communauté et avec la volonté très affirmée de notre population de se remettre sur pied dès que possible, nous ferons de notre nouveau centre-ville un lieu inspiré et inspirant. Je me fais la porte-parole de tous les élus municipaux, de toute la population et du service d'incendie de Lac-Mégantic pour vous exprimer encore une fois ma gratitude pour la compassion et le soutien exprimé envers notre ville. J'aimerais aussi me joindre à leur voix pour dire la fierté que j'ai de travailler avec les services de protection contre les incendies. Alors, merci. Merci beaucoup, M. Boyer. Ceci met fin à ma liste des gens qui souhaiteraient faire une intervention. Oui, à moins que vous souhaitez intervenir sur le sujet de M. Boyer. Allez-y, Mme Doyle. Oui, sur le sujet de M. Boyer, il a abordé un peu qu'on a eu l'occasion d'échanger avec la mairesse de Lac-Mégantic hier à Charlebourg dans le cadre du tournoi novice hockey. Et j'aimerais souligner une initiative justement de l'association d'hockey mineur, je crois, de Charlebourg. Je me fais pas me tromper. Donc, comme vous savez, il y avait 3 équipes novices de Lac-Mégantic qui voulaient participer au tournoi. Mais comme vous le savez, beaucoup de commerces sont encore en instance de se relever de la tragédie. Donc, c'était difficile pour ces jeunes-là. Il n'y avait pas de commanditaire. Donc, l'association de hockey mineur Charlebourg les a invités à participer au tournoi. Fait qu'ils ont reçu les 3 équipes en fin de semaine. Et dans le cadre du tournoi hier, ils ont organisé un événement de lever le fonds justement pour ces équipes-là. Parce qu'il y avait un match entre, je crois que c'est les coachs et les anciens de la NHL. Et je veux remercier et souligner l'initiative de l'Association mineure de hockey de Charlebourg pour venir en aide à ces jeunes-là dans le cadre de leur tournoi. Merci. Merci, Mme Doyle. D'autres personnes sur le sujet de M. Boyer? Non? Je n'ai plus de nom de membres du Conseil sur ma liste de gens qui souhaiteraient intervenir. Il reste encore du temps. Est-ce que certaines personnes souhaiteraient intervenir? Non? Bon, j'aurais essayé. Point 16, clôture de la séance. Merci beaucoup tout le monde. Une belle fin de soirée.